Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Perspective, l'émission lancée il y a quelques semaines maintenant, qui s'attache, entre autres, à essayer d'ausculter un peu l'idéologie de droite, mais pas que, la société de manière plus large, et de dresser des constats et des perspectives, c'est dans le nom, pour demain. Voilà. Pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Thaïs. Salut Thaïs. Salut Nicolas. Bon, c'est un plaisir de t'avoir. Je le rappelle à ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es vidéaste, youtubeuse, comme on dit, un peu péjorativement, mais aujourd'hui, je pense que ça a un peu acquis ses lettres de noblesse, surtout quand on en fait des belles choses comme toi, tu le fais. Voilà. Donc, vous connaissez tous ta chaîne YouTube. Plus de 100 000 abonnés, donc bravo à toi pour ça, c'est pas mal. Et puis aussi, tu es de retour sur Twitter. Alors ça, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient abonnés à ta page YouTube, là, parmi ceux qui regarderont cette vidéo. Mais alors là, Twitter, c'est vrai qu'il y en a sans doute beaucoup moins, puisque tu es de retour, c'est tout récent. Tu tentes l'aventure, est-ce que ça va tenir? Bah, je pense que... Alors, j'ai pas réussi pour l'instant à récupérer mes anciens comptes, contrairement à Jean Messia et beaucoup d'autres, Renaud Ouais. Camus, etc. Donc moi, j'ai au contraire même reçu une réponse négative. J'ai quand même réussi à recréer un compte, ce que je n'arrivais pas à faire avant, et il tient. Donc j'ai plutôt tendance à penser qu'il va tenir longtemps. Surtout que autant peut-être qu'ils vont pas remettre tous les anciens comptes, mais peut-être laisser les nouveaux qui justement outrepassent pas les règles d'utilisation de la plateforme. Donc voilà, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible et essayer aussi d'être actif dessus. Donc si vous voulez m'y suivre, vous êtes les bienvenus. Voilà. Complètement. Bon, bah écoute, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ton compte Twitter, c'est le moment de le faire. On est parti pour cette émission Perspective. Bah, écoute, c'est parti. Alors j'invite déjà, d'ores et déjà, ceux qui le souhaitent, qui veulent du fond et comprendre aussi peut-être d'ailleurs certains raisonnements que je vais pouvoir avoir, ou même toi d'ailleurs d'une certaine manière, enfin, pour bien comprendre tout ce qui va être dit, y compris le sous-texte. C'est peut-être pas absurde de regarder les anciens numéros de cette série, voilà, qui sont longs mais riches, je pense, et monde la vie de beaucoup. Voilà, je me jette un peu des fleurs, mais très intéressant, parce que notamment, je m'attaque aux postures de droite. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui. Alors, pas que, puisqu'on va pas parler que de ça, c'est pas le sujet principal même, mais quand même, ça me paraît très intéressant d'aborder ça avec toi, puisque voilà, je m'attaque aux postures. Vous savez, c'est un réflexe un peu pavlovien qu'on a et qu'on ne questionne pas, tellement il nous paraît évident, alors que pourtant il mériterait sans doute de l'être. Euh, et donc, quand on regarde un peu la droite face à ces postures, il y a quelque chose qui m'est venu enfin, qui nous est venu quand on a préparé l'émission. C'est le fait que toi, tu avais donné une conférence à laquelle j'avais assisté d'ailleurs sur plusieurs chemins, plusieurs voies qui étaient offertes aux personnes de droite. À savoir, si mes souvenirs sont bons, c'était des figures un peu archétypales, réactionnaires, rebelles et conservateurs. Enfin, je ne sais plus exactement quel était l'intitulé. Tu peux peut-être Oui, nous éclairer. tout à fait. En fait, j'avais effectivement donné une conférence à l'Alvarium à Angers où du coup Ouais. tu étais. Et en fait, cette conférence, l'idée, on va dire, m'est venue quand j'ai lu Avant-guerre de Guillaume Faye. Guillaume Faye étant un auteur politique auquel je me réfère beaucoup. Et donc, dans ce livre Avant-guerre, à la fin, il dressait une typologie en fait des gens de droite qu'il avait déjà croisés dans sa vie. Et j'avais trouvé ça à l'époque, la première fois que je l'avais lu, donc ça devait être en je sais pas, 2019. euh, J'avais trouvé ça très intéressant et surtout, tout au long, on va dire, de ma vie militante, et même encore aujourd'hui, je peux identifier très facilement les gens de droite autour de moi qui sont typologiquement soit rebelles, conservateurs ou révolutionnaires. Ok. Alors, je vais évidemment expliquer quels sont ces trois, on va dire, archétypes de gens de droite. Et non seulement c'est des archétypes donc de personnes, mais on peut également dire qu'il y a des manières de réfléchir, des réflexions qui sont, on va dire, typiquement rebelles, conservatrices ou révolutionnaires. Alors, avant toute chose, je voudrais faire une distinction sur le mot conservateur, parce que il y a être politiquement conservateur et il y a être socialement conservateur. Ok. Euh, donc, nous sommes socialement conservateurs, les gens de droite en général, c'est-à-dire que nous sommes pour des relations hommes-femmes saines, pour le respect de la structure familiale, pour la filiation, pour la hiérarchie, etc.
non pas parce que on suivrait peut-être bêtement et sans réfléchir ce qui nous a été inculqué, mais parce qu'on a pu constater que dans l'histoire, c'était les modèles de famille, les modèles de société qui étaient les plus stables, les plus pérennes et qui formaient des individus qui développaient des comportements positifs. Donc, très intéressant de me permettre d'interrompre juste 2 secondes, mais c'est vrai que déjà, on voit une notion qui est importante et qui, selon moi d'ailleurs, doit irrigue déjà de base à droite, mais doit le faire encore plus, c'est l'épreuve du réel, quoi. Concrètement, effectivement, comme tu dis, tu prends cet exemple, la famille nucléaire, pour faire simple, même si dans l'histoire, évidemment, il y a eu des petites variations, mais globalement, c'était à peu près ça depuis très longtemps. On voit que ça fonctionne. Et donc, bah oui, effectivement, ce qui fonctionne, on doit vouloir le conserver au sens premier du mot. Et ça, tu as tout à fait raison. Je trouve que c'est important de le noter. On ne le conserve pas par réflexe, mais parce que véritablement, ces idées-là, ces manières de voir et de faire fonctionnent. Voilà. Oui, et parce que ils ont passé l'épreuve du réel. Ils étaient parfaitement adaptés à la biologie humaine, à la société en général. Et en fait, tout simplement, quand on est socialement conservateur, on veut une société qui n'est pas une société qui ne soit pas anti-humaine. Et quand on regarde l'idéologie de gauche, si jamais elle était vraiment appliquée dans tous ces aspects, finalement, il faudrait créer d'immenses camps de rééducation de gauche pour faire à tout prix rentrer la réalité dans leur idéologie. C'est ce qui s'est passé en Russie. Hein. Voilà, exactement, c'est le vieux rêve de la gauche. Donc nous sommes socialement conservateurs, mais je pense qu'il ne faut pas et nous ne devons pas être politiquement conservateurs. Pourquoi? Parce que on est à une époque où les choses bougent très vite et il faut s'adapter pour conserver l'essentiel. Et le respect des formes n'est pas forcément le plus important. Ce qui est important de conserver, justement, c'est la notion principale, le fond de nos idées. Mais dans une société, justement, qui évolue et très vite, on le voit notamment avec l'intelligence artificielle qui va faire exploser encore plus ce phénomène, eh bien, il faut être également capable de prendre en compte le réel, justement, pour ne pas être complètement déphasé par rapport à la réalité, au réel et de la réalité du quotidien des gens. Donc, être conservateur, ce n'est pas ce que disait je ne sais plus quel auteur, mais c'est pas sacraliser les cendres, mais c'est préserver la flamme. C'est vraiment l'idée à conserver, du coup, même si justement, en fait, le terme de conservateur en soi, il implique un côté peut-être assez figé et justement un peu de muséifier en quelque sorte quelque chose, une culture ou des traditions, et vouloir à tout prix justement les faire tenir sur notre époque. Sauf qu'on voit bien que souvent, eh bien, les traditions, elles ne prennent plus et qu'il faut savoir être aussi de son époque sans être un produit pur comment dire, des aspects négatifs de son époque. Ah ouais, carrément. En fait, il faut tenir. Alors moi, c'est ce que je dis. J'essaie c'est compliqué parce que ce sont des sujets où, en fait, on est quand même dans une droite qui est quand même que moi j'appelle même parfois, même si le terme est un peu imprécis et en plus négatif inutilement, mais bon, faute de mieux, j'appellerais un peu la droite réactionnaire. En fait, ça serait le conservatisme, mais comme réflexe pavlovien, et qui du coup là serait une erreur, puisque le conservatisme sur plein de sujets, c'est une très bonne chose, comme tu viens de le dire. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur une tradition de droite qui est quand même plutôt très conservatrice par essence quasiment, et ça, à mon avis, c'est quand même fautif. Et c'est vrai que quand on réfléchit à ça, on est tout de suite sur des terrains un petit peu glissants, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas comprendre cette distinction-là. Et donc, du coup, moi, j'essaie d'employer un terme qui réunit un peu tout ça, c'est-à-dire à la fois le côté classique et le côté moderne. Donc, je dis que je me réclame d'une idéologie néoclassique. Voilà. Ce qui est un courant à la fois architectural et artistique de manière plus large, mais que je trouve plutôt pas mal, même si c'est peut-être pas parfait, mais pour expliquer un peu le positionnement que moi j'ai, mais qui n'est pas forcément le tien, et ni même celui de plein de gens qui regarderont cette vidéo, mais qui est en gros, on prend effectivement, comme tu l'as dit, les valeurs ancestrales et qui ont toujours fonctionné et qui sont bonnes, ne serait-ce que par l'expérience, mais aussi parce que on est capable de voir qu'elles sont meilleures que celles que peuvent, que certaines valeurs que peut nous offrir le monde moderne. Mais par contre, on prend aussi
les bons aspects de ce monde moderne qui existe. Voilà. Là, je suis en train de préparer justement tout un travail là-dessus, où en gros, je compare que je vois dans deux types d'histoires, l'histoire des États-Unis que j'étudie pas mal en ce moment, et même l'histoire de l'Europe et de la France. En gros, on voit que globalement, jusqu'au début du XXe siècle, même s'il y avait des classes bourgeoises qui vivaient bien et compagnie, et que c'était pas un enfer, très loin de là, mais globalement, si on compare le confort d'alors et le confort d'aujourd'hui, si on regarde l'éducation, si on regarde la résistance aux maladies, enfin plein de sujets, c'est assez bateau ce que je dis, hein, mais on voit qu'il y a quand même un progrès qui est absolument immense. Et donc, il ne faut pas jeter tout le monde moderne aux orties au prétexte qu'effectivement, il y a des choses absolument horribles qu'il faut changer, ça c'est clair, mais il faut aussi quand même accepter un peu de modernité. Alors de modernité, pas au sens philosophique, mais au sens purement concret, quoi. Voilà. Euh, et, euh, et donc, bon, voilà, néoclassique, c'est peut-être quelque chose. Enfin, voilà, en tout cas, c'est les valeurs de classique avec un aspect un peu actualisé. Bon, je sais pas. Bon, c'est un peu compliqué, mais parce que Oui. c'est un peu un truc qu'on défriche, donc c'est pas évident à adresser. Mais effectivement, la figure du conservateur, faut savoir s'en inspirer, mais pas non plus y adhérer. Enfin, pas n'être que ça, en fait, si je résume. Bah, en fait, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que souvent on a tendance à faire l'amalgame entre progrès technique et progressisme, alors qu'il ne faut pas forcément jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de choses que nous a apporté le progrès technique et qui n'est pas progressiste dans son idéologie, évidemment. Et d'ailleurs, sans valeur conservatrice, et encore une fois, là, je parle socialement conservateur, parce que je vais expliquer après en quoi être poétiquement conservateur, c'est un problème, parce que c'est une appréhension de la vie, etc. Mais bref, Ouais. ne nous égarons pas. Euh, En fait, sans ces valeurs conservatrices, on n'aurait pas le progrès technique, en fait, parce que c'est justement parce que les individus ont pu développer ces comportements positifs et évoluer dans un cadre de société familiale stable, eux-mêmes trouver un époux, une épouse, avoir des enfants. Et donc, ces génies, ces scientifiques, ils ont pu diriger leur génie créatif et leur instinct scientifique dans ces directions, justement parce que la société leur permettait, ils n'avaient pas d'énergie à dépenser, je sais pas, psychologiquement se guérir de névroses qui auraient été créées par une famille, je sais pas, où ils auraient évolué dans une famille polyamoureuse ou progressiste, que sais-je, Ouais. parce que justement, ils avaient des repères qui étaient stables, ils avaient une figure maternelle, ils avaient une figure paternelle, voilà, Ouais. ils étaient plutôt droit dans leur basket, et puis, donc, du coup, leur énergie était dépensée dans la bonne direction. Ouais. Et c'est d'ailleurs toujours assez paradoxal de voir des gens de gauche, des progressistes cracher sur les générations précédentes, alors que c'est justement parce que en fait, leurs ancêtres ont eu ces valeurs-là qu'ils peuvent bénéficier aujourd'hui de la société, on va dire, de confortable et de modernité d'aujourd'hui et qui donc leur permet de développer leurs idéologies de luxe. euh, Et comme encore, idéologie, t'es gentil. Moi, j'aurais dit pathologie, mais bon, idéologie, c'est bien. C'est respectueux, c'est bien, c'est centriste. J'aime beaucoup. Non, mais d'ailleurs, sur toutes ces questions-là, un peu de progrès technique, de monde moderne et compagnie, vraiment, je vous invite vraiment à regarder les vidéos qui ont été faites, notamment celle avec la première avec Antoine de la chaîne Egonon, où on parle pas mal de ça. Avec Guillaume Travers aussi, on en parle bien en longueur. Bref, c'est vraiment un sujet qui est essentiel et que, en fait, peu de gens comprennent, dont peu de gens comprennent l'importance en réalité. Mais oui, effectivement, ça nous donne un monde qui a des aspects vraiment très négatifs contre lesquels nous, on doit lutter. Voilà. Mais aussi des aspects positifs dont on doit se saisir parce que sinon, bon, déjà, quand il y a une innovation technique, par exemple, des cas d'innovation technique qui ont été rejetés euh, dans l'histoire, ça n'existe pas des masses. Il doit y avoir quelques petits exemples et encore, vraiment quelques petits exemples. Donc déjà, bon, c'est un peu fautif de le rejeter par principe puisque ça va advenir. Et puis en plus, si on est justement, on a les rênes de la chose, qu'on a nos valeurs classiques qui dirigent ces choses-là, ces innovations, ce progrès, qui en limitent les effets néfastes, on est quand même sur quelque chose qui peut être très intéressant. Donc voilà, avoir une posture purement conservatrice et 100% conservatrice, c'est vrai que ça serait un petit peu problématique à mon avis. exactement. Et pour en revenir du coup à la typologie que faisait Faye, on va dire
des gens de droite en général, que ce soit des militants, des simples militants, mais aussi des politiques, et comment dire, même la manière de fonctionner. Donc, il y a le conservateur. Donc, le conservateur, lui, il se sent inadapté à son époque. Si on devait prendre une image qui illustre bien ce qu'est être un conservateur au sens politique, est-ce que tu connais sûrement ce tableau qui est un voyageur contemplant une mer de nuages ou quelque chose comme ça, qui est souvent utilisé pour faire des visuels du type reject modernity, embrace tradition, ou je sais quoi, ce genre de... Voilà, je l'ai en Ah, direct. super. Voilà, exactement. Donc, ce tableau-là, on va dire que c'est vraiment la figure du conservateur. Il se voit comme un rocher immuable dans la tempête, contre vents et marées. Mais le conservateur, il est rationnel, mais c'est plus comme une habitude et un confort, c'est une posture routinière et pas tellement. Il remet pas en question justement cette vision du monde qu'il a. Et souvent, en fait, on se demande un peu qu'est-ce qu'il souhaite conserver au juste, parce que en fait, quand on leur pose la question, ils sont même pas tellement capables de savoir quelle est vraiment leur vision du monde qu'ils veulent conserver. C'est juste, c'est une habitude, ça a toujours été comme ça, donc il faut que ça continue comme ça. Alors, je précise juste quand même, parce que ça pourrait être mal interprété, enfin, voilà, mais je précise, parce qu'il faut préciser les choses sur Internet, malheureusement. Évidemment, on parle d'un archétype. Voilà, il n'y a personne qui... Enfin, si, ça peut exister d'ailleurs, mais enfin, c'est rare quand même les gens qui sont 100% ultra conservateurs et qui sont... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Globalement, c'est plutôt des petits curseurs et il y a peut-être des des gens tendances. Donc, voilà. Non, mais voilà. c'est pour préciser que, c'est-à-dire ceux qui se réclament conservateurs ne sont même pas 100% conservateurs selon ton propos peut-être. Bref, voilà, je m'arrête là. Mais le problème du coup de la figure du conservateur, c'est qu'il n'a pas conscience de sa marginalité, même s'il l'est dans une moindre mesure. Et il recherche sans cesse à être respecté par ses ennemis. Et c'est ça qui est véritablement critiquable en fait dans la posture conservatrice, c'est qu'il veut tout régler par le débat démocratique. C'est mais on peut en débattre. Il n'accepte pas les rapports de force brutaux, de simplement pouvoir assumer qu'il est radicalement en opposition avec la vision du monde de son ennemi. Mais non, mais on peut s'entendre, je comprends votre position, vous pouvez sûrement comprendre la mienne. Parfois, non, il y a des visions du monde qui sont irréconciliables. Il faut savoir l'assumer, en prendre compte et arrêter de vouloir chercher à ce que son ennemi le valide, mette un tampon, ok, cette personne est respectable. Par principe, comme vous allez à l'encontre de l'idéologie dominante, votre ennemi ne vous considère pas, ne vous respecte pas. Et simplement chercher à avoir sa validation, c'est implicitement dire que en fait c'est lui qui a raison et que en fait c'est lui qui est moralement qui représente la moralité. Mais ça, c'est un truc, c'est une maladie de la droite, parce que pour le coup, la gauche nous est, clairement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils sont vraiment dans la haine pure, alors que nous, à droite, et moi le premier d'ailleurs, mais je vais essayer de me soigner, on est toujours à être très gentil, à vouloir débattre, à vouloir discuter, à considérer qu'effectivement, et d'ailleurs, c'est peut-être pas tant un trait conservateur, euh, même si je vois ce que tu veux dire, que finalement, juste de droite, en fait, peut-être d'ailleurs aussi, pour être honnête, de gens qui n'ont pas le pouvoir et qui sont en position, tu vois, de guérilla un peu. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas se mettre dans l'opposition pure parce que voilà. Mais je pense quand même qu'il y a quand même à droite une ouverture au débat et une volonté de discuter avec l'autre et de respecter toujours l'autre qui est quand même ancré, je pense, de manière essentielle dans cette famille. Je sais pas. En fait, comme tu as raison de dire, enfin quand tu as dit c'est quelque chose qui est fait peut-être même de droite, moi je pense que c'est surtout que c'est le plus répandu à droite plus que quelque chose de droite, parce que peut-être que en fait, c'est avoir intégré en quelque sorte qu'on était dominé et du coup se mettre toujours dans une posture du coup simplement de réaction, de jouer avec le logiciel de l'ennemi, tandis que c'est une posture qui est incapacitante et qui nous empêchera de gagner parce qu'elle ne crée rien, elle est uniquement, comme je l'ai dit, voilà, dans l'opposition, dans la réaction. Et donc, en fait, c'est l'ennemi qui avance ses pions, ses cases, et le conservateur, il ne fait que freiner et essayer de ralentir, de ralentir la vitesse. Le conservateur ne fait que respecter les limites de vitesse et essayer de ralentir le progressisme qui, lui, continue inlassablement sa course. Donc, le problème de la posture conservatrice, c'est qu'elle peut sembler, encore une fois, là, je parle d'un archétype, etc., mais elle peut sembler assez lâche parce que
ce qui lui importe, c'est surtout, à la limite, bah, on s'est battu, c'est pas grave si on perd, tant qu'on se bat, mais qu'on a une belle défaite, on a les mains propres et on est presque satisfait d'avoir perdu parce que c'était avec panache. Ok. Et c'est quand même, encore une fois, un état d'esprit qui, je pense, est à combattre et au sein même de notre camp et même de nous-mêmes, parce que nous, ce qu'on veut, c'est gagner et c'est pas perdre avec les belles lettres. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que une grosse problématique et qui est malheureusement trop répandue. Mais c'est vrai que ce sont deux facettes. T'as le côté un peu monde d'avant idéalisé, voilà, et le côté, oui, effectivement, perdre avec le panache, qui est assez classique, mais qui est peut-être. Alors là, je vais jeter un gros pavé dans la mare. Je te demande absolument pas d'être d'accord avec moi ou pas, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est quand même fortement marqué de l'héritage chrétien et du martyr chrétien, qui est quand même une culture qui accepte la mort et la défaite, bah, on l'a vu parce que finalement, l'important, c'est l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est tout à fait respectable d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est Mm. quand même. Et je euh, suis d'accord. Je ouais. suis d'accord. C'est sûrement ce qui nous a été en partie hérité du christianisme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas remettre en question certaines choses qu'il nous reste. Bah, c'est comme ce qu'on dit, les valeurs chrétiennes devenues folles. Bon, le Ouais. but, c'est pas justement elles deviennent complètement inadaptées et une fois laïcisées, en fait, se retournent contre nous. Ouais. Donc, voilà, le conservateur, Ok. il cherche surtout à être respectable, pour résumer en 2 phrases, et c'est un peu propre à l'esprit bourgeois qui rejette la transgression. Euh, donc voilà. Bon, alors du coup, on veut pas être 100% conservateur, si j'ai bien suivi. Du coup, quelles sont les alternatives? Alors, il y a la deuxième posture qui est aussi, en fait, ces deux premières postures sont les plus répandues dans le milieu de droite, c'est celle du rebelle. Et après, en Ok. troisième, moi, je parlerai de la figure révolutionnaire qui, pour moi, est justement l'issue et la voie à adopter. Euh, Parce que, bon, on a beau jeu parfois de critiquer, mais si on ne propose rien derrière, eh bien, on est parfois un peu bloqué. Donc, justement, ce que fait Faye, il décrit les conservateurs, les rebelles, et puis il parle, lui, des révolutionnaires. Mais je pense que ça peut être intéressant, déjà, encore une fois, de dresser ces typologies et de voir à quel point on peut peut-être soi-même se raccrocher à l'une de ces typologies, de se dire, bon, bah d'accord, effectivement, il y a ces limites-là qu'il faut que je combatte, etc. Donc, la figure, l'impasse du rebelle. Le rebelle, moi, je trouve que c'est une figure que j'ai encore plus rencontrée dans le milieu militant que dans le milieu politique. Parce Ok. que le milieu politique électoral, vous allez plus trouver des conservateurs en général. Mais dans le milieu militant, vous avez beaucoup trop ça. Alors, le rebelle, même s'il a des côtés attachants et il est très, comment dire, il est très passionné, etc. Mais encore une fois, dans une optique de vouloir prendre le pouvoir et gagner, ça reste une impasse. Ok. Donc, En fait, c'est la marginalité inverse, quoi, quasiment. c'est Enfin, ça, c'est ça. Et à vouloir même trop être dans l'offensive, en fait. Il se reconnaît pas dans la société non plus, comme le conservateur, mais il jouit justement d'être dans la marginalité ok. et il se complaît dans celle-ci. Il ne cherche pas du tout à rendre son discours plus audible au grand public, puisque son but n'est pas réellement de gagner au fond, philosophiquement, au fond de son être. Il peut dire on veut gagner, etc., mais c'est pas vraiment ce qui le motive au quotidien, sinon il se remettrait en question et il verrait que certains de ses comportements, certaines choses qu'il dit, il remettrait en question ce discours, se rendrait compte qu'il y a des limites justement et qu'il faut se remettre en question. Donc c'est bien qu'au fond, il veut pas vraiment gagner. Ok. Lui, il se voit comme la dernière ligne. Il se voit comme la dernière ligne qui alimente la flamme jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, mais il ne cherche pas à la faire redémarrer. Ok. Si on devait illustrer par une image, comme en première, pour le conservateur, on avait trouvé un tableau. En deuxième image, je trouve que ce qui illustre une bonne métaphore, on va dire, de cette figure du rebelle, c'est le soldat de Pompéi qui est fidèle à son poste jusqu'à la fin. Il a intégré le fait qu'il allait mourir, mais il en tire sa gloire plutôt que de parfois juste se remettre en question. Et bon, certes, je suis un soldat, on m'a donné comme ordre de rester ici, et dans certaines situations, il faut changer de comportement. Ouais, c'est clair que c'est un peu bon. D'un côté, c'est effectivement c'est honorable, c'est respectable, mais enfin bon, c'est vrai que bon, il y a moyen de se sauver quand même si on peut, quoi. Voilà, mais la figure du rebelle a souvent une très haute image d'elle-même, justement, de ce côté, l'honneur, le panache, on retrouve, on va dire, le pendant un peu Mhm. inverse et exagéré du conservateur. Et il a un orgueil assez mal placé et a une conception quasi religieuse et dogmatique de la politique
qui le bloque du coup dans cette posture de rebelle. Donc remettre en question certains raisonnements idéologiques, justement, bah, c'est presque commettre un blasphème quoi, Ouais, contre c'est une trahison. En l'idéologie. fait, des deux côtés, il y a un attachement viscéral à certaines choses qui peuvent, dans certains cas, être très bien, hein, clairement. Mais on a vu la famille être conservateur sur certains points, c'est très bien. Être rebelle sur d'autres, je pense que c'est très bien aussi. Mais effectivement, On a les défauts de c'est. ses qualités. Hein. Ouais, voilà. Mais il y a des défauts quand même à tout ça. Voilà. Et donc le rebelle, lui, il ne cherche pas la validation de l'ennemi, contrairement aux conservateurs, ni celle de la masse d'ailleurs. Il ne recherche pas non plus. Enfin, il est plus obsédé par sa réputation au sein de son groupe que aux yeux de la société qu'il méprise. Et d'ailleurs, bah, pour des raisons qu'on peut comprendre par certains aspects, hein, le côté de la modernité, le progressisme, etc., bien sûr. Mais donc, du coup, au lieu de vraiment combattre cette société et de la métamorphoser, lui, simplement, il veut être dans l'offensive agressive et qu'importe, de toute façon, si ça ne marche pas, parce que bah, c'est pas son but. Lui, il peut se salir les mains, mais tant que ça reste en fait assez inutile, puisque ce qui le motive, c'est un certain romantisme, une certaine vision romantique de la vie. Il méprise le fait d'être reconnu par le grand public. Limite, Ok. les personnes qui je sais pas, en politique, réussissent trop bien, et bien, ça forcément être louche. C'est des gens qui se Ouais. sont compromis. Et il verrait presque ça comme un échec d'être mainstream. Voilà. Ok, non, mais du coup, là, si on peut faire une typologie aussi appliquée, les conservateurs, c'est plutôt, on va dire, la droite Figaro, quoi, pour faire simple. Et les rebelles sera plutôt, pour le coup, les groupuscules de droite, quoi. Alors, Toujours en étant archétypaux, bien sûr, et évidemment, c'est pas pour pour clasher attaquer les que ce uns les soit la droite autres. Figaro ou les mecs qui militent dans des groupes qui sont intéressants par ailleurs. C'est pas le sujet, évidemment. C'est ça, c'est des postures qu'il faut combattre, qu'on retrouve partout, tendanciellement plus chez certains que d'autres. Mhm. Mais moi, pour illustrer ces deux exemples par des personnalités politiques, Ouais. j'ai trouvé un exemple que je trouve très juste. Pour moi, en dehors évidemment, enfin, avant de dire mon propos, j'aime beaucoup Jean-Marie Le Pen. C'est pas une critique acerbe que je lui fais, mais bah, Jean-Marie Le Pen, pour moi, c'est la figure du rebelle. En tout cas, il l'a pas toujours Ok. été, mais vers la fin, en sortant des énormités qui ne Mhm. servaient à rien et qui étaient même plus contre-productives qu'autre chose à la télévision, juste soit pour se faire plaisir, soit parce que, ben, voilà, c'est bon, de toute façon, je sais pas, une certaine jouissance de la provocation. Ouais. Je trouve ça comme ça. Donc Jean-Marie Le Pen, je dirais plutôt que c'est un rebelle, tandis que sa fille a voulu sortir de cette posture. Elle voulait sortir de la marginalité avec sa stratégie de dédiabolisation, mais pour finalement tomber dans l'autre impasse du conservateur. Pour moi, Marine Le Pen est une conservatrice qui cherche à se faire Ok. valider par son ennemi, qui voilà, est dans cette dynamique-là. Ouais, Donc, mais alors pour le coup, idéologiquement, je comprends ce que tu veux dire par la recherche de validation de l'ennemi, parce que là, bon, pour le coup, c'est assez flagrant. Mais en termes d'idéologie pure, hein, pas de posture juste, mais d'idéologie, il n'est pas conservatrice de manière claire, puisque sur plein de sujets, elle est au contraire dans le renoncement à des trucs conservateurs qui peuvent parfois être bien, parfois mauvais, donc ça peut être positif, mais parfois négatif quand même. mais c'est bien pour ça que je distingue bien là, d'être socialement conservateur que d'être vraiment Ok, politiquement conservateur. Voilà, Marine Le Pen, dans sa manière d'appréhender la politique, est conservatrice. Après, que au niveau des valeurs qu'elle défend, fondamentalement, elle soit conservatrice ou pas, ça c'est autre chose. Mais par contre, dans ok. voilà, son, son- son mécanisme de pensée, justement, à vouloir être validée, à être, comment dire, la stratégie de dédiabolisation, elle était efficace au début et certainement nécessaire. Mais en fait, on est tombé dans l'extrême, enfin, Hmm. Ah bah l'opposé. là, Et là, c'est clairement trop. Donc Mais voilà, alors, voilà pourquoi je veux illustrer ça en disant, bon, si ça pouvait vous faire une idée, pour moi, Marine Le Pen est plutôt une conservatrice de ce point de vue-là. ok, je comprends. Même si effectivement ça se discute et qu'il y a plein de niveaux en fait d'analyse de chaque terme, mais c'est intéressant en tout cas, on comprend bien toi ce que tu veux dire. Euh, du coup, j'imagine que la figure du révolutionnaire qui reste la dernière à adopter, c'est celle, enfin à analyser, pardon, c'est celle que tu préconises d'adopter, en tout cas avec un curseur plus prononcé. Euh, euh, la figure du révolutionnaire, quand on entend faille, on imagine que c'est justement celui qui fait un peu la synthèse du monde moderne et du monde ancien.
ça fait quand même évidemment écho au concept d'archéofuturisme qu'il a développé, j'imagine. Alors, on peut évidemment, pour moi, je considère, on va dire que l'archéofuturisme est euh, un concept révolutionnaire, mais dans le bon sens du terme. Ok. Mais quand il dresse la typologie, il ne parle pas nécessairement d'archéofuturisme, même si, évidemment, que ça, ça s'imbrique parfaitement dedans. Mais Ouais. effectivement, le révolutionnaire, c'est effectivement prendre un peu le meilleur des deux premiers archétypes et justement en tirer quelque chose d'efficace et qui nous mène à la victoire politique. Ok. Après, première précision à faire, le terme de révolutionnaire est assez mal connoté dans nos milieux de droite parce que forcément la perception qui est communément répandue, c'est que c'est synonyme de chaos, de renversement des valeurs traditionnelles. On pense à la révolution bolchevique, on pense à la révolution française et on a peur du changement radical puisque l'ordre, la stabilité, ce sont des notions qui sont très importantes à l'homme de droite qui se dit donc évidemment opposé à la révolution. Euh, Par conservatisme, justement. oui, aussi par contre, Enfin, dans ma vision à moi du terme conservateur, qui est plutôt justement toujours se dire c'était mieux avant. Ce qui, dans plein de cas, est vrai, mais dans beaucoup d'autres aussi, est parfois faux. Hmm. Mais le principe de révolution, qui est donc en fait un peu de renverser la table, pour le coup, il s'applique aujourd'hui, puisque l'idéologie dominante est le progressisme, le gauchisme, l'égalitarisme. Nous, Ouais. ce qu'il nous faut, c'est renverser la table et passer à une société anti-égalitaire. Et c'est en cela que nous sommes des révolutionnaires, parce que les révolutions la Révolution française, par exemple, c'est un exemple de révolution qui a fonctionné. Et nous, on veut que notre révolution fonctionne aussi, mais bien sûr, pour un autre but que la Révolution française. Et Quand tu dis on doit avoir une société qui ne doit pas promouvoir l'égalité à tout prix, c'est évidemment par réaction à l'égalitarisme, qui est cette doctrine que tout doit être égal, ce qui n'a aucun sens, puisqu'il y a des différences, notamment entre les hommes et les femmes, on y reviendra. Mais ça ouais, ne veut pas dire que c'est pour autant une société inégalitaire qu'on prône. C'est plutôt une société ordonnée qui respecte les différences qui existent, qui essaye d'ailleurs de les résorber au maximum quand c'est problématique, hein, bien entendu, mais qui accepte que l'inégalité soit un fait de la nature et qu'on ne puisse pas faire une table rase de tout ça, quoi, tout simplement, comme le pensent les gauchistes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est plus, on n'est pas pour autant, tu vois, sur une société, quand on dit inégalitaire, c'est pas, ça fait un peu peur forcément parce qu'on se dit, bah, attends, c'est quoi? Ils assument qu'il y ait des très riches qui écrasent des pauvres. Enfin bon, bref, tu vois, mais c'est plutôt différent. C'est au contraire, on accepte l'inégalité de la nature, on essaie de la résorber dans plein de cas, mais on n'est pas des gauchistes, quoi. Voilà. voilà, c'est ça, mais effectivement. Euh, donc, tout simplement, le révolutionnaire, en fait, il se voit comme la première ligne plutôt que comme le dernier carré. C'était notamment un leitmotiv qui revenait pas mal quand moi j'étais à Génération Identitaire. Un de nos slogans, c'était en première ligne, etc. Et je trouvais ça en fait vraiment, vraiment pertinent. Euh, En fait, le révolutionnaire, il va se battre tant que c'est utile. Il va pas mourir bêtement si jamais il n'y a pas de réel intérêt politique. Il ne tire aucune fierté de sa marginalité, au contraire, puisque son but c'est d'être mainstream, c'est de Ouais. devenir en fait l'idéologie majoritaire de son pays. Et donc son travail, il est patient, il est rationnel et il se fiche il se fiche assez de sa respectabilité, puisque vraiment, ce qui le motive, sa ligne de conduite, c'est l'efficacité, Ok. l'efficacité, l'efficacité. Donc, euh, donc voilà, être révolutionnaire, c'est constituer une avant-garde politique qui pense en termes de résultats et c'est accepter qu'il faille des rapports de force brutaux, parfois, dans la forme. Le fait, sur un plateau de télévision, d'assumer pleinement son propos, de ne pas chercher à enfin, comment dire, essayer de slalomer entre les accusations et même avoir peur des termes que l'adversaire peut nous coller sur le dos. Nous, on est droit dans nos bottes, on sait ce qu'on est, on n'a pas à se justifier de X ou Y chose et on est prêt à, à aller au combat, on va dire, plus frontal avec son adversaire dans ce genre de cas. Donc, Ok. euh, donc voilà, je trouve qu'en tout cas, par exemple, dans ces débats, Éric Zemmour était quand même plutôt, enfin, moi je le vois plutôt comme
révolutionnaire dans le sens que voilà, il acceptait justement cette adversité, les rapports de force brutaux, il assumait ses idées. Mais ça reste quand même quelque chose, malheureusement, la figure du révolutionnaire qui est moins répandue dans les milieux de droite que les deux premières, forcément. Et je pense que si on veut véritablement gagner, il faut effectuer cette métamorphose dans nos esprits et combattre les postures de ce point de vue-là. Voilà. Non, mais écoute, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que, du coup, quand toi, tu emploies conservateur, révolutionnaire, tu vois, quand tu mets Zemmour comme révolutionnaire, je comprends parfaitement ce que tu as bien expliqué, toi, quelle est ta définition des termes. Et donc, effectivement, on est dans quelque chose qui est effectivement plutôt révolutionnaire. Mais au fond, quand on regarde les idées politiques, il y a aussi beaucoup de Oui, conservatisme bien sûr. social, justement, qui est quand même, d'ailleurs, peut-être une grosse épine dans le pied de beaucoup de figures de la droite, enfin passons. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui est intéressant dans cette analyse des typologies selon Faye, sauce Thaïs Escuffon, c'est clairement qu'on on peut voir des travers dans beaucoup d'archétypes de droite et qu'on doit combattre, qu'on doit évacuer, qu'on doit changer, quoi. Et c'est vrai que ça me plaît particulièrement parce que c'est clairement l'objet. Hein. C'est vous qui regardez cette vidéo, franchement, faites-vous toujours l'avocat du diable. Voilà, pensez toujours contre vous-même sur des choses qui vous paraissent évidentes. Essayez d'argumenter, essayez de vous imaginer à devoir défendre cette position auprès, je sais pas, d'un membre de votre famille qui vous comprend pas, quoi. Essayez d'y aller et ça peut vous faire franchement changer d'avis. Alors, évidemment pas sur les bases qu'on a tous en commun. Voilà, typiquement l'ordre, comment dire ça, l'excellence, enfin toutes les valeurs européennes très classiques. Mais par contre, sur plein de sujets différents, on peut être capable vraiment de changer d'avis, parfois radicalement. Ça m'est par exemple arrivé il y a quelques mois sur la question de la guerre en Ukraine, où j'ai eu un avis qui était plutôt neutre sur la question. Aujourd'hui, j'ai un avis qui est différent, mais parce que ça peut étonner certains, et ça peut d'ailleurs ne pas plaire, et ça peut même être faux. J'en sais rien, peut-être que je me trompe. Bon, je sais pas trop, mais peut-être. Mais en tout cas, si j'ai changé d'avis là-dessus, c'est parce que j'ai pensé contre moi-même. Je me suis dit, bah, attends, en fait, réfléchissons sérieusement à ça. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste pour dire qu'il faut le faire et que ça a parfois une importance considérable. Donc voilà. Après, bon, bah, on a aussi peut-être des types de personnes qui sont plus enclins à être conservateurs ou rebelles. C'est comme ça, ce sont des types psychologiques. Après, on n'y peut peut-être pas grand-chose dans certains cas, mais en tout cas, c'est vachement intéressant d'avoir cette typologie. S'interroger sur ses postures, penser contre soi-même, ça peut permettre de s'améliorer parce qu'on s'analyse et donc, ultimement, on peut faire en sorte de devenir meilleur. Et donc, pourquoi pas, soit, selon tes termes, le révolutionnaire. On peut revenir aussi à cette notion d'archéofuturisme qu'on a un petit peu évoqué. Je crois que c'est une des choses que tu connais bien aussi, l'archéofuturisme. Alors que je connais bien, bon, il y aura sûrement des plus experts que moi, mais effectivement, c'est un bouquin également qu'a écrit Guillaume Fay qui m'a aussi beaucoup marqué et dont je recommande la lecture à tous les auditeurs qui pourraient se le procurer, parce que justement, il essaie un peu de débroussailler la droite et d'apporter une idée un peu novatrice, un concept qui puisse porter la droite, justement, qui sorte un peu des sentiers battus, qui dépoussière un peu toute l'idéologie de droite et qui puisse donner envie à des personnes qui ne sont pas, par exemple, de droite, qui sont attachées à des choses comme le progrès technique et le progrès en général, en retirant le progressisme, et bien de se raccorder à cette vision du monde et surtout cette alternative pour notre futur. Parce Ouais. que ce que Guillaume Fay constate, c'est que le progrès technique est inarrêtable, voilà, il va dans cette direction, qu'on a une convergence des catastrophes avec une immigration massive, analphabétisation des masses, la Chine qui devient de plus en plus menaçante, etc. Bon, il dresse tout un constat de la situation actuelle qui est toujours aussi pertinent aujourd'hui et qui, je trouve, encore une fois, s'attache à être précis et surtout à regarder la réalité en face. Et donc, il propose en fait un monde de demain après
on va dire, une sorte de grande catastrophe qui arrive avec toutes ces lignes que j'ai décrites qui vont à 100 à l'heure et qui vont au bout d'un moment se manger un mur et se cogner, eh bien, un monde qui fonctionnerait un peu à deux vitesses. Alors bon, c'est un peu complexe, donc moi je vais surtout m'attarder sur le concept d'archéofuturisme en soi, mais c'est une vision, encore une fois, qui accepte les inégalités de la vie, comme on l'a dit. Donc c'est un monde qui est anti-égalitaire et qui s'appuie à la fois sur le progrès technique, qui est une réalité qu'il est difficile de contrer, et d'ailleurs que c'est pas forcément une mauvaise chose, qu'on peut en fait accepter et même trouver des aspects positifs, mais simplement diriger ce progrès technique dans une direction qui soit favorable aux Européens, à notre civilisation, à la préservation de ce peuple, à sa natalité, à le préserver des conflits avec, par exemple, le continent africain, etc., etc. Et donc, en fait, voilà, c'est simplement penser le futur avec le progrès technique d'un côté, mais qui s'appuie sur des valeurs archaïques, les valeurs, on va dire, conservatrices dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, qui sont voilà, l'ordre, la stabilité, le respect de la hiérarchie, toutes ces valeurs qui nous ont été héritées et qui ont résisté à l'épreuve du temps parce qu'ils se sont révélés être les modèles les plus adaptés à qui nous sommes, à ce que nous voulons être. Et c'est réussir voilà, à articuler les deux. Ça me semblait voilà, la direction vers laquelle nous devons aller et qui soit la plus réaliste en considérant l'époque dans laquelle nous vivons et également en ne reniant pas notre biologie, ce que nous sommes fondamentalement, l'essence des peuples, etc. Après, le problème que je voulais relever, c'est que ça fait 20 ans que ce livre a été écrit, qu'il est toujours, je pense, aussi pertinent, mais c'est que en fait, à aucun moment, aucun intellectuel de droite, après Guillaume Fay, s'est penché dessus pour en fait, réfléchir à l'application concrète de cette manière de penser le futur. On a à peu près le mode d'emploi, on a la conception en gros, mais comment est-ce qu'on applique ça concrètement dans la réalité tangible, en fait, quelles mesures, et ça, en fait, je me dis, c'est quel dommage parce que on a quelque chose de novateur, on a quelque chose qui fait rêver, presque, c'est une sorte de rêve à atteindre, et personne n'a réfléchi à qu'est-ce qu'on en faisait. Et le problème, c'est que Guillaume Fay a prédit déjà beaucoup de choses. Il a prédit le transhumanisme, il a prédit les intelligences artificielles, et aujourd'hui, on le vit. On a les IA qui sont encore au stade un peu embryonnaire, mais ça va aller très vite. On l'a vu avec, par exemple, ChatGPT, qui a été une grande révolution dans les intelligences artificielles. Et pour l'instant, en fait, la seule réponse qu'a apporté la droite à ce sujet des intelligences artificielles, c'est de dire, ce qui est vrai en soi, que ChatGPT est woke, que ChatGPT est gauchiste. Ouais, c'est pas bon, c'est à côté de la plaque. Ce qui, factuellement, est vrai, mais en fait, encore une fois, on reste dans une posture de dénonciation. Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment un gros problème. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal, de plus en plus, avec ceux que j'appelle les réactionnaires. Mais là encore, c'est pas un bon terme. Je vais me faire tomber dessus pour ce que je dis. Mais bon, bref, vous comprenez que c'est pas, je l'emploie pas de la même manière que les gauchistes, ce terme, évidemment. Mais on va dire, c'est ce conservatisme, cet ultra-conservatisme qui voit dans tout progrès, dans toute innovation, quelque chose d'essentiellement négatif. Ça veut pas dire que c'est le cas de toutes les choses, évidemment, mais le premier avis de quelqu'un ultra conservateur donc sur ces questions-là du progrès technique, c'est de rejeter par principe. Ce qui est absurde. Moi, j'ai envie d'être plutôt dans le contraire, de dire il faut être très prudent, bien entendu, il faut de la prudence, mais par contre, on doit se saisir de ces innovations et y voir des choses qui permettront d'améliorer la société si elles sont propulsées par nous et par nos valeurs. Et en plus, indépendamment même d'une utilisation politique, entre guillemets, ça peut être bien. Voilà. Je veux dire, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout politiques et qui n'ont pas besoin d'être dirigées par nos valeurs pour que ça soit bien. L'eau courante, par exemple, c'était une bonne chose. Je veux dire. Et par contre, et je suis sûr et certain qu'à l'époque déjà, au moment où on nous mettait l'eau courante, il y avait des types de droite qui devaient se dire non, mais c'est quoi cette histoire ? Ils veulent nous enlever, ils veulent nous déshabituer à la vie sauvage, ou alors ils veulent, je sais pas quels étaient les arguments, mais je prends un exemple qui est un peu
pourri, parce qu'à mon avis, je pense pas qu'il y ait grand monde contre ça, mais il y a plein de choses qui aujourd'hui sont complètement acquises par nous, qui à l'époque devaient être vachement critiquées, voire combattues très férocement. Et en fait, on se rend compte que c'était peut-être des combats qui étaient pas bons. Voilà. Bon, Et ça, c'est vraiment une grosse problématique à droite. On n'a pas cette capacité à voir le progrès technique comme positif. Voilà. Mais non seulement, en fait, là, c'est surtout en fait, que ce soit positif ou non, l'intelligence artificielle, elle est là, en fait. Donc, il faudra composer avec. Et plutôt que de simplement, comme réponse à ça, dire, bah voilà, il y a les woke et tout, ce qui est vrai, hein. Mais à ce moment-là, à quand une IA de droite? Oui, c'est vraiment pas le sujet en fait, parce que oui, évidemment, les intelligences artificielles, par exemple, sont codées par des mecs qui sont de gauche, ok, qui sont des armes gauchistes, donc il y a plein de sujets qui sont théoriquement interdits, mais là, on est en train de regarder le doigt au lieu de la lune, quoi. Je veux dire, la révolution, c'est pas que les ingénieurs sont gauchistes. La révolution, c'est qu'il y a des programmes informatiques de plus en plus développés qui permettent. Alors, moi, je ne crois pas du tout à une intelligence artificielle qu'on appelle forte dans les décennies à venir, voire même du tout, j'y crois pas trop. Mais par contre, des intelligences artificielles faibles, sans conscience d'elles-mêmes, mais qui sont de plus en plus performantes sur plein de tâches, ça, j'y crois complètement. On est dedans ou quasiment dedans là, à l'heure actuelle. Et c'est un outil qui peut être formidable, en fait. Je voyais, je crois que je ne sais plus quel est son prénom, mais un intervenant, Babo, qui est souvent sur BFM, je crois, qui a écrit un bouquin récemment, là, et qui parlait du fait que l'intelligence artificielle pouvait permettre de désengorger les tribunaux. Bon, alors, on a d'autres solutions qui permettraient de désengorger les tribunaux, j'en conviens, mais en l'absence de gestion d'une problématique migratoire, bon, ça permet, la justice pourrait bénéficier, voir son temps de traitement des dossiers être considérablement accéléré par l'intelligence artificielle. Je veux dire, c'est super ça. Et il y a plein d'autres sujets où ça pourrait être bon. Par contre, on est de droite, donc on est néoclassique selon mes mots, c'est-à-dire qu'on accepte la modernité, donc néo, mais on est aussi classique. Ça veut dire que c'est pas pour autant que les gamins qui sont à l'école doivent ne pas être formés à l'ancienne ou sur l'éducation classique pour acquérir le savoir de base et donc ne pas utiliser les intelligences artificielles pour faire des devoirs. Quoique dans certains cas, ça pourrait presque se discuter, mais enfin voilà. On ne veut pas faire l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi, mais par contre, sur certains points, ça peut être vachement important. Et bref, on a trop de mal là-dessus. Il y a toute une partie de la droite qui est ultra conservatrice par essence et qui ne se saisit pas de ça, quoi, qui voit tout comme négatif. On tourne un peu en rond, mais parce que c'est important, c'est un vrai sujet, je trouve. Bah, c'est un vrai sujet, mais c'est surtout que moi, j'ai plutôt envie de dire, bah, en fait, qu'attendent les gens de droite pour aller dans ces industries-là, si jamais c'est trop woke pour eux. C'est que, mais encore une fois, bon, c'est facile à dire, peut-être c'est plus compliqué à faire, évidemment, mais on peut pas. En fait, le principe surtout qu'il y a à garder en tête, c'est qu'on ne peut pas attendre des gens qui fassent ce qu'on a envie de faire, et qu'à un moment donné, bah, il faut qu'il y ait des génies de droite, ça doit sûrement exister tout de même. Mais il y en a plein. On est les meilleurs. Voilà. Qui fassent ce travail-là à un moment donné. Il faut que nous-mêmes, nous allions pour piloter cette industrie, ce type d'industrie. Et c'est surtout voilà, une question d'état d'esprit à adopter, d'arrêter d'être le camp de ceux qui subissent, qui se plaignent, mais plutôt passer dans le camp de ceux qui agissent et qui ont un véritable impact sur l'histoire, et pas simplement celui de freiner le progressisme et l'idéologie de gauche. Et de toute façon, comme tu le disais, ça ne va pas empêcher la révolution des intelligences artificielles d'arriver. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse à la hauteur des enjeux. Alors, évidemment, je suis pas professionnelle, mais ça va arriver. Et la question, ça va surtout être de comment on se positionne par rapport à ça, par rapport à tous les enjeux éthiques, environnementaux, économiques, etc., que ça va engendrer, parce qu'ils vont être absolument gigantesques. Ouais. Et c'est là que l'archéofuturisme, en fait, peut être la clé, mais je lance un appel à des intellectuels de droite qui pourraient un peu se pencher sur la question et réfléchir à l'application concrète qu'on pourrait faire de l'archéofuturisme pour aujourd'hui. Ouais, et comme personne qui en parle, comme intellectuel qui en parle à droite, je vois. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je ne vois que Julien Rochdy qui, dans son dernier bouquin Philosophie de droite, a notamment parlé des valeurs archaïques, lui aussi, de l'arché comme soubassement évident de notre pensée. Enfin bref, il y a des choses comme ça qui existent. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que ça manque quand même. Ça manque un petit peu. Mais on est là pour faire bouger les lignes, tout simplement. C'est le projet.
En tout cas, écoute, on a bien vu tout ça. On a même été un peu plus loin que prévu, mais c'est pas grave du tout. Euh, la question qu'on va se poser, qui est en fait vraiment dans le prolongement de notre conversation, euh, c'est finalement quels Européens pour demain, puisque c'est une question qu'on doit se poser quand on pense en perspective, quand on pense au futur. Euh, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit quand même, eh bien, quand on se pose cette question-là, quels Européens pour demain, on voit de manière très concrète et très prosaïque, c'est pas de la grande intelligence peut-être, mais on voit quand même un essor de quelque chose qui est fondamental quand on pense à s'améliorer, devenir meilleur, parce que c'est ça, être de droite, hein, c'est toujours essayer de devenir meilleur. Euh, on voit quand même un essor, donc je le dis, c'est très prosaïque, mais qui est quand même intéressant, je trouve, et qu'on voit beaucoup sur Internet, c'est l'essor du développement personnel. Euh, c'est quelque chose qui m'interpelle, que tu connais évidemment, que tous ceux qui nous regardent connaissent. Vous savez, ces coachs qui vous promettent monts et merveilles, ou alors qui vous promettent juste la vérité, ça existe aussi, mais qui vous permettent de devenir meilleur. Ce qui est déjà en soi est plutôt sympa, parce que s'améliorer, voilà, plus loin, plus haut, plus fort, c'est une devise éminemment européenne et absolument pas gauchiste, ça c'est clair et net. Donc du coup, ça pourrait plutôt être une bonne chose. Qu'est-ce que tu penses de cette mode du développement personnel? Est-ce que c'est bon signe pour l'Europe de demain? Le développement personnel, effectivement, donc ça a explosé depuis quelques années sur Internet. Il y a un bon nombre, comme tu dis, des coachs, mais aussi des chaînes YouTube qui se consacrent à ça, Ouais. En gros, le principe est voilà, de pousser chacun dans les paroles, hein, ce qu'ils disent, que chacun devienne les meilleures versions de soi-même. Donc, je fasse du sport, travaille de façon plus productive, ait de grands objectifs, ait de l'ambition, monte un business, etc., etc. Effectivement, à mesure que ce développement personnel croît, on observe aussi un désintéressement toujours plus grand pour les jeunes, surtout chez les jeunes de la politique. Ouais, c'est Euh, vrai. et justement, c'était une question que je m'étais posée sur mon canal Telegram pour ceux peut-être qui me suivent là-bas. On C'est mettra le que, lien en description. ben voilà, il y a ces deux tendances qui sont observables, on va dire, corrélées, mais l'une n'est pas le désintéressement de la politique peut potentiellement être une conséquence, non, comment dire, une raison pour laquelle le développement personnel émerge, mais en Mm. réalité, je pense que c'est pas forcément l'un qui entraîne l'autre, mais qu'on observe ces deux tendances-là. Mais pour moi, ces deux tendances, elles ont chacune leurs limites. C'est que euh, moi-même, j'ai été militante politique, évidemment, et je pousse toujours toute personne à franchir le pas du réel, à aller dans un mouvement militant, comment dire, à militer pour ses idées, et justement aller dans l'action, en fait, parce qu'on ne peut pas espérer que la politique change si soi-même on ne s'implique pas dedans. Sauf que je comprends également que la politique, on y croit de moins en moins. Nos choix ne sont pas respectés par les politiques, nos idées n'arrivent jamais au pouvoir, on a l'impression que c'est verrouillé. Et puis, il suffit de on va se mettre 2 secondes à la place de, je sais pas, Arthur, 22 ans, a été peut-être militant ou pas. Parce qu'en général, les gens qui s'intéressent au développement personnel, pardon, ce sont des gens qui sont jeunes. Euh, on peut pas lui en vouloir de faire le calcul plus du développement personnel que du militantisme politique. Parce que c'est bien gentil. Dans sa tête, on va se dire, bah, c'est bien gentil d'aller m'engager, coller des affiches, peut-être des sticks pour l'Europe, sauf que ça reste très flou. Je ne suis pas sûre que cela va advenir, que toute mon énergie va forcément avoir l'impact que j'attends que Ouais. produise. Euh, Est-ce que ça va vraiment enclencher la remigration? Ça peut paraître très lointain et ça se comprend, d'autant plus quand on voit par exemple qu'Éric Zemmour, il a fait 7%, il y a un effet de Ouais. découragement qui est réel. Et donc, par contre, Arthur regarde sur Internet, il regarde des vidéos de personnes qui lui disent qu'il peut avoir un impact concret sur sa vie, sur son quotidien, devenant la meilleure version de soi-même. Il voit qu'il peut en fait poser des actes dans son quotidien qui vont le modifier de façon inévitable. Et c'est presque un mode d'emploi.
Au moins, on est sûr que ça va advenir. Si on travaille suffisamment, si on gagne tant d'argent, bah, on peut déménager, on peut quitter sa banlieue peut-être où en fait on risque de se faire agresser à chaque fois qu'on sort de chez soi. On peut, si on va à la salle de sport, bah, on peut aussi se défendre peut-être plus physiquement face à des racailles qui sont toujours plus menaçantes. Et donc, le développement personnel, ça apparaît comme une réponse pour s'extirper, par exemple, de ces problèmes d'immigration. Ouais, ouais. Gagner Non, mais en suffisamment. fait, quand tu en parles, là, ça paraît même très bien, très positif, en fait. C'est plutôt une bonne chose. Ce en quoi je suis d'accord avec toi, même si j'aime pas trop le terme, parce que ça fait un peu gourou du net. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que se développer et s'améliorer, c'est obligatoire, en fait, aujourd'hui. Bien sûr, et c'est pour ça que cette tendance de fond, je pense qu'elle est positive en soi. L'essor du développement personnel, je trouve que bah, ça traduit plutôt des gens qui justement veulent prendre les rênes de leur vie et ne plus justement croire en un homme providentiel qui va régler leurs problèmes à leur place et en des politiques qui de toute façon les ont trahis, etc. Et par contre, bah, concrètement, moi, je peux avoir un impact dans mon quotidien. Sauf que, et c'est là où tout de même il y a un problème avec le développement personnel, c'est que on peut effectivement changer son propre destin, mais il n'y a aucune vision collective et c'est très individualiste. C'est une Ouais. solution à échelle individuelle, mais à l'échelle d'un peuple, à moins que tout le monde se mette à faire du développement personnel, mais bon, déjà, je crois moyennement à cette chose et surtout, euh, ben, en fait, même le principe du développement personnel, c'est un peu de penser qu'à soi. Justement, de se dire, bon, bah voilà, j'adopte une vision individualiste, je vais m'extirper de tout ça, et puis après moi, le déluge. Donc, donc justement, je me disais comment concilier les deux, comment avoir une dimension collective. Eh bien, pour moi, la réponse, elle se trouve alors dans ce que j'ai appelé le développement politique, en accolant un peu les deux, c'est-à-dire déjà s'entourer des meilleures personnes qu'on va pouvoir rencontrer justement en franchissant le pas du réel, en allant dans des mouvements militants, en rencontrant d'autres personnes qui pensent comme soi, parce que faire le développement personnel tout seul chez soi, eh bien, il n'y a aucun lien social. On va Ouais. pas, on peut se sentir aussi assez seul puisque justement, on ne croise pas d'autres personnes qui pensent comme nous politiquement. Euh, et donc, c'est s'entourer des meilleures personnes, c'est se créer un réseau professionnel solide et c'est monter, on va dire, peut-être des business, mais du coup, dans la politique, en fait. C'est monter des projets qui servent politiquement et qui, à la fois, ben, aussi vont améliorer le quotidien des personnes qui les montent parce que ben, ça va fonctionner, et ils vont peut-être accroître leur capital économique, etc. Un exemple, on va dire, de projet qui pourrait être un projet de développement politique, ça peut être une marque comme Terre de France, Ok. qui fait vivre des personnes, des artisans français, qui à la fois du coup a une dimension politique, mais qui aussi eh bien, fait vivre concrètement les personnes qui y participent. Ça peut être, moi, mon projet, on va dire, mon projet de puissance, de développement politique, ça peut être ma chaîne YouTube. J'arrive Ouais. à en vivre. Je me suis extraite comment dire, de la peur, par exemple, de se faire virer d'un travail parce que j'ai les idées qui sont les miennes. Je suis indépendante, je ne dépends de personne, je peux dire ce que je veux. Et d'un autre côté, ben, j'en vis et mes idées politiques sont partagées à un nombre toujours plus croissant de personnes. Donc, Ouais. il y a quantité de choses à faire. Ça peut être dans le marketing, ça peut être dans la communication. Euh, L'état d'esprit à adopter, c'est juste devenir la meilleure version de soi-même, accroître ses compétences, développer ses talents, mais au service de la politique et de son pays et du bien collectif. Non, mais en tout cas, c'est un gros sujet, parce qu'effectivement, au-delà de certaines formations de développement personnel qui peuvent paraître caricaturales, mais encore, bon, je pense que si ça marche, c'est aussi qu'il y a un besoin. Et bon, bah, après, si les gens acceptent de payer pour ça, bah, je pense que bon, bah, c'est la vie, hein. Mais c'est vrai que j'observe que c'est quand même un gros besoin général. euh, et qui d'ailleurs peut se comprendre parce qu'on est dans une société de plus en plus atomisée, de moins en moins charnelle. Alors au sens, on a de moins en moins de liens en direct parce que on a les applications pour la rencontre, mais aussi même euh, les séries pour rester chez soi le soir. Enfin, bon, moi je dis souvent que le véritable acte révolutionnaire pour le coup, euh, là dans le monde moderne, c'est de couper l'électricité. Voilà. Tu coupes l'électricité pendant quelques jours, je peux te dire que tout de suite le monde devient totalement différent.
Et par exemple, les gens, le soir, ils n'ont plus rien à faire. Donc, on fait des jeux, on fait des bébés. Ça augmenterait, à mon avis, la démographie. Mais surtout, on va discuter avec les voisins. On se retrouve en bas de son lotissement, de sa maison, de son immeuble, que sais-je. Et on discute. Et c'est vrai que ce côté, on va dire, de rapport humain, pardon, qu'on avait avant, comme le progrès technique, hein, qui a un mauvais côté là en l'espèce, c'est quelque chose qui favorise un peu le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes, quoi. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le développement personnel, quand on est sur un terreau comme ça, c'est plutôt positif et nécessaire même d'une certaine manière. Donc voilà, puis moi en plus, je vois vraiment ça du point de vue européen, je vois vraiment ça comme un développement vers le meilleur, quoi. Bah, je trouve que c'est pas mal en soi, mais effectivement, tu as raison, il ne faut pas que ce soit limité qu'à soi, parce que sinon, voilà. on va Sinon, tout seul. exactement, parce que tout le monde ne va pas avoir cette démarche-là jusqu'au bout. Et si on se sauve, soit c'est déjà bien, mais bon, encore une fois, Ouais. si on est patriote et attaché à son pays, ça peut quand même paraître à la limite de l'égoïsme, en quelque sorte. Mais on peut, en fait, la réponse, c'est qu'on peut encore une fois allier les deux, donc allons-y, quoi. Ouais. En Allons-y, fait, quoi. Bon, on voilà. n'a pas, mais surtout qu'en fait, on n'a pas d'autre choix que de devenir meilleur, surtout parce qu'on n'est pas nombreux. Ouais. Et donc, on a une responsabilité qui est d'autant plus grande en tant que gens, en tant que personne de droite. Si on veut que nos idées arrivent au pouvoir, eh bien, il faut qu'on lance des projets qui marchent. Il faut que chacun devienne le meilleur dans son domaine. Et si chacun devient le meilleur dans son domaine, on n'aura plus de problème avec les intelligences artificielles qui font des poèmes à la gloire des Noirs Ouais. et pas pour les Blancs. On n'aura pas de problème avec les banques qui nous censurent, les Ouais. banques qui nous ferment des comptes. Moi, ça a été mon cas, et ça l'est toujours d'ailleurs. On n'aura pas de problème avec les réseaux sociaux qui nous bannissent. On n'aura pas de problème avec les banques en ligne, les paiements en ligne qui nous censurent et qui nous empêchent de faire des dons à X ou Y associations de droite, etc., etc. En fait, voilà, si chacun développe ses compétences dans son domaine, eh bien, la solution est là, quoi. Ouais. Et on se réclame d'être. Ah, pardon, hein, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. en fait, c'est qu'on on se réclame à juste titre d'être le camp de l'élite, le camp de la beauté, le camp de la discrimination, le camp de l'aristocratie. L'aristocratie, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. On est le camp de l'aristocratie de l'esprit. Ouais. Oui, c'est bien l'aristocratie de l'esprit, mais l'aristocratie concrète, elle est où? Et, et donc, comment est-ce qu'on applique concrètement cette aristocratie de l'esprit? C'est très bien d'avoir tout compris, c'est très bien d'avoir la bonne ligne idéologique, mais s'il n'y a aucune application dans le réel de la bonne ligne idéologique, ça reste dans les nuées, comme ça, à faire des conférences entre nous, et puis à attendre, à regarder les trains passer, quoi. Ouais. Donc voilà, si on franchit jamais le pas de l'action, tout ça est quand même bien stérile. Nous, ce que nous prenons, c'est d'être des hommes complets, des hommes, un esprit sain dans un corps sain, mais surtout, ça passe aussi par la réussite professionnelle, ça passe aussi par s'entourer des gens qui nous tirent vers le haut, un réseau pro de qualité, et voilà, être les meilleurs comme nous nous en réclamons concrètement qu'on le devienne. Ouais, c'est très juste. Et je finirai en disant que devenir les meilleurs, ou en tout cas les bons, parce que tout le monde ne peut pas devenir meilleur, évidemment. Ça, c'est un classique qu'il faut retenir. Mais devenir très bon, c'est pas très compliqué aujourd'hui. Et ça va l'être de moins en moins. Parce que si je prends un exemple, et si vous avez des enfants, par exemple, euh, rien que le fait de ne pas les exposer trop inutilement aux écrans, je dis pas zéro écran, parce que zéro écran, dans le monde réel, c'est quand même très dur. Mais réduire drastiquement l'exposition aux écrans, ne pas les mettre sur des réseaux sociaux trop tôt, favoriser la lecture, l'interaction avec d'autres personnes, d'autres enfants, par exemple du scoutisme, des randonnées avec eux, etc. etc. Je peux vous dire que rien qu'en faisant ça, ce qui est en réalité très classique, c'est comme ça qu'étaient éduqués les enfants pendant des siècles, hein, mais bon, passons. Euh, Rien qu'en faisant ça, vous n'avez même pas besoin que le type soit un potentiel génie pour que votre enfant soit déjà dans le top minimum 5% s'il a 2-3 ans aujourd'hui. Parce que quand il aura 20 ans, je peux vous dire que ceux qui arrivent là en même temps, alors déjà, il y en a toute une partie, bon, je ne vous fais pas de dessin, mais ça va pas être trop dur d'être au-dessus. Par contre, même voilà, parmi les autres, ça sera très simple d'être bien meilleur que la moyenne.
vraiment très très simple parce que bah, il y aura plein d'enfants qui auront été pas du tout aussi bien élevés. Et ça fera la diff. Et même vous, d'ailleurs, même aujourd'hui, si même on a 30 ans, c'est mon cas, bah, finalement, dans plein de domaines, c'est pas si compliqué d'être un peu, alors je dis pas très au-dessus de la moyenne, mais quand même un peu au-dessus de la moyenne en faisant quelques trucs tout simples, quoi. Bon, là, tu prenais l'exemple du sport, faire un peu de sport, juste un peu. Bon, bah, globalement, déjà, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, quoi, si vous êtes un mec. Même une fille, d'ailleurs. Si vous mangez bien, si vous lisez un peu, vous vous forcez à lire, il faut se forcer à lire. Ça, il n'y a pas de voilà. Moi, je lis pas mal, je lis beaucoup en ce moment, mais je me force à lire. Voilà, bon. Enfin bon, ouais, je vais pas vous donner des conseils. En plus, je pourrais faire payer cette formation, donc je vais sûrement pas vous les donner gratuitement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué de devenir meilleur un petit peu. Après, devenir les meilleurs, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, les Européens de demain, je pense qu'ils se créent effectivement dans l'amélioration de ce qu'ils sont, mais aussi, comme tu l'as très bien dit, dans la mise en application concrète de ces principes et en faisant pas seulement du développement personnel, mais aussi du développement politique, comme tu l'as très bien dit. Il y a quelque chose qui me paraît aussi important dans le monde d'aujourd'hui, et toi tu en parles beaucoup ces derniers temps, et qui explique d'ailleurs pourquoi il y a un boom du développement personnel, hein, peut-être, hein. C'est aussi la question du rapport homme-femme. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est marquée par quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la dystopie, quoi. Dans les rapports hommes-femmes, on est vraiment dans quelque chose qui est compliqué, ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens célibataires, mais d'hommes et de femmes d'ailleurs, hein. Donc, je le répète, ça peut expliquer aussi le boom du développement personnel et des techniques de drague, enfin les formations de techniques de drague et tout. Bon, bref. Du coup, bah, je voulais savoir un petit peu ce que tu pouvais nous dire de ça. Est-ce que c'est une situation... Enfin, quel est en gros, quel est ton regard sur cette situation, des rapports hommes-femmes et bah, de ce que ça peut dire de nos sociétés? Alors, c'est effectivement une question sur laquelle je me penche de plus en plus. Et en fait, je sais pas, j'ai une intuition qui me dit que je pense qu'en fait, la question des rapports hommes-femmes en Occident, ben, surtout, enfin, ce qui nous intéresse, c'est de Ouais, réconcilier les hommes et les femmes européens. ouais. Bah, je pense sincèrement que c'est une des clés de la victoire. Enfin, Ok. alors, c'est encore assez nébuleux, on va dire, enfin, dans ma tête, je vais dans cette direction, je réfléchis pas mal à ce sujet. D'ailleurs, si c'est des questions qui vous intéressent, encore une fois, moi, je vais surtout de plus en plus consacrer ma chaîne à ça, en fait, parce que je pense que c'est quelque chose sur laquelle on peut avoir une vraie influence chez les gens qui regardent les vidéos, plus que la simple politique politicienne, en fait. Et je pense que c'est une question qui est véritablement primordiale et qui qui implique énormément de choses dans la société. Et je pense que si on arrive à faire prendre la red pill, qui est en fait un concept qui vient du film Matrix. En fait, il y a un personnage dans le film qui présente au protagoniste du film une pilule bleue qui, en fait, le laisse dans une... Comment Bah, dire, le faire revenir à sa vie lambda est pourri, quoi. voilà, c'est ça, sa vie lambda, mais qui est rassurante, il la connaît, il n'y a pas de surprise, elle est confortable, sa vie d'avant, mais c'est un mensonge qui rassure, ou bien la pilule rouge, c'est la vérité qui blesse, qui peut être choquante même, Ouais. mais quel choix prenez-vous? Which way Western Man, comme dit la phrase, quel chemin homme de l'Ouest? Et puis bon, bah, la red pill sur la question des relations hommes-femmes, c'est donc en fait réaliser tout un tas de réalités et de vérités biologiques sur les hommes et les femmes. Et je ne parle pas juste du fait de dire il y a des hommes et des femmes. Ce avec quoi énormément de gens de droite sont évidemment d'accord, puisque nous sommes contre la théorie du genre, puisque bref, il n'y a que deux sexes, il n'y a que deux genres, voilà, c'est une réalité. Mais Si je puis me permettre, parce que ici j'essaie d'être rigoureux au maximum, et il ne faut pas leur faire ce cadeau aux gauchistes. Il y a effectivement deux sexes qui sont synonymes de deux genres, mais il y a quand même des cas très 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 particuliers qui existent. Alors c'est de l'ordre de 0,01%, mais ils existent quand même. Et c'est sur ces 0,01% d'intersexes, de mecs, etc. c'est des anomalies génétiques. Ouais, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe quand même 0,01% d'entre deux. Oui, Et c'est précisément, d'ailleurs, je le dis parce que c'est hyper important, c'est précisément sur ce 0,01%
que les gauchistes s'appuient pour nier la pertinence du 99,99%, ce qui est évidemment une absurdité totale, mais quand même, il y a quand même ce 0,01%. Voilà. Oui, même si, bon, quand on y regarde de plus près, en réalité, même si c'est une question de chromosomes, enfin, ils sont bien plus l'un ou Oui, l'autre, mais bon, c'est vrai. effectivement, ça existe de façon très, très, très marginale et ça reste Ouais. une anomalie parce que enfin, Ouais, la nature a fait qu'il y avait des hommes et des femmes. bien sûr. Mais pour revenir à la question de la red pill, c'est pas simplement, encore une fois, avoir conscience de cette réalité avec laquelle tous les gens de droite sont d'accord, mais c'est simplement bah, comprendre comment les femmes et les hommes fonctionnent en accord avec leur biologie, pourquoi ils fonctionnent comme ça. Et parfois, c'est des constats qui peuvent être en fait assez douloureux Ouais. parce que on a été éduqués parfois avec des fausses croyances, la propagande qu'on voit à la télé, le féminisme, etc., qui mènent à des comportements de plus en plus éloignés de la biologie de l'homme et de la femme. Et donc, du coup, la question de la red pill, je pense, est en fait, un des dominos qui nous amène à la victoire pour moi, parce que si les gens Ok. prennent conscience qu'en fait, on leur a menti sur la question des relations hommes-femmes, qui est quelque chose qui concerne tout le monde dans leur quotidien et qui intéresse tout le monde, eh bien, si on fait tomber ce premier domino, en fait, les autres suivent. Donc, c'est en partie pourquoi, et aussi parce que ça m'intéresse, je me suis consacrée plus à cette question sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et donc, bon, pour revenir à ta question, parce que je me suis un peu égarée, Je me permets juste un peu, ça te ouais, dérange pas? Parce que ouais. je fais un peu de la pub. J'avais fait une vidéo à l'époque, une émission à l'époque sur TV Liberté sur les différences Ah, et les vas-y, vas-y. complémentarités entre les hommes et les femmes. Je vous invite à aller la regarder. Je vais mettre le lien dans la description. C'était vraiment, je pense, quelque chose de complet sur cette question-là. On voyait les différences psychologiques, les différences physiques, etc., entre les hommes et les femmes. Bref. Mais voilà, pour revenir au sujet, c'est vrai que ça détruit l'égalitarisme de gauche qui n'accepte pas ces différences-là, qui sont en partie biologiques. Bref, désolé, je t'ai coupé, Bien sûr, je te laisse reprendre. pas de problème. Euh, et donc, en fait, cette question des relations hommes-femmes, elle est devenue de plus en plus complexe dans notre société, et notamment avec les réseaux sociaux qui a en partie, en fait, complètement chamboulé les règles du jeu des rapports hommes-femmes, avec une conséquence qui est l'explosion de la misère sexuelle masculine, l'apparition à accentuer de la hook-up culture, c'est-à-dire la culture des rapports sans lendemain, en fait. Ok. C'est-à-dire que on va vendre un peu à toute une génération que vous pouvez aller voir à droite à gauche, multiplier le nombre de partenaires sans aucune conséquence. Vous pouvez y aller, ça va absolument rien vous faire. Vous êtes libre. C'est aussi évidemment le discours de mai 68, mais avec les réseaux sociaux, ça a été encore plus accentué puisque puisqu'en fait, par exemple, une chose très simple, c'est que euh, les femmes sont hypergamiques, c'est-à-dire qu'elles ont une tendance biologique intrinsèque qui les pousse à chercher un partenaire qui est supérieur à elles en termes enfin, économiquement, qui a un statut social supérieur au sien, qui soit techniquement peut-être plus beau qu'elle, etc., etc., parce que justement, c'est logique, dans un contexte où les femmes, il y a des milliers d'années, étaient plus menacées dans leur sécurité, elles ont 9 mois de grossesse, elles sont vulnérables, il leur faut un partenaire qui soit capable de leur assurer la protection pour Ouais. la progéniture, la sécurité lorsqu'elle est au moment le plus vulnérable de son parcours de maternité. Donc voilà, en fait, les femmes ont cette tendance de l'hypergamie, mais pendant longtemps, cette tendance, elle était canalisée par le fait que, eh bien, il n'y avait pas, comment dire, le choix des partenaires potentiels autour d'elle était relativement restreint. On voyageait beaucoup moins. Il n'y avait évidemment pas toute la question des réseaux sociaux, etc. On se mariait avec des gens de son village, sinon de sa ville, Ouais. sinon de son milieu social. Et en fait, tout cela a été ordonné et même bénéfique aussi pour les hommes, parce que ça poussait les hommes à se dépasser pour justement à acquérir la femme toujours tirer le meilleur de soi-même. Finalement, c'était presque des coachs en développement personnel. Ouais, Voilà. non, mais en fait, c'est marrant parce qu'on a une différence de nature qui est ordonnée par la civilisation. Et c'est ça qui est Exactement. intéressant, c'est qu'en gros, on a la femme qui est hypergame, parce qu'effectivement, bon, pour toutes les raisons que tu as citées précédemment, euh,
L'homme, lui, il a besoin d'une femme pour faire des enfants, etc. Une société a besoin de gens qui font des enfants, bon bref. Et il y a eu la civilisation, plutôt que de faire un peu une jungle qui pouvait parfois peut-être, je ne connais pas les mœurs du néolithique, mais j'imagine qu'il y avait parfois des gens avec plusieurs femmes et des gens qui étaient sans femmes, bon bref, euh, qui a ordonné ça via notamment quand même, faut le dire, le catholicisme, hein, avec le mariage vu comme obligatoire, faire des enfants aussi. Bref, ça a été une ordonnance de cette nature. Mais le problème, c'est que les gauchistes sont arrivés. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la civilisation parce que leur but, c'est de détruire la grandeur, évidemment. Donc, bon, bah, le catholicisme et la civilisation occidentale, ils ont voulu l'abattre. Et du coup, ils ont abattu des structures qui permettaient de contenir, ou en tout cas de diriger la nature. Et donc, Oui. bah, du coup, on casse les structures, et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'hypergamie féminine revient puissance 10, bah, on a tout ce que tu sais avec les types qui, je crois que c'est 80% des nanas sur Tinder like 20% des mecs, et ça fait 80% des mecs qui reçoivent rien, quoi. Un truc comme ça. Bon. Oui, Ah, bah en tu vois, fait, oui, effectivement, exactement, il y a des études qui montrent, je crois que les hommes like plus de 50% des profils qu'ils voient, alors que les femmes like même 5% des profils, ouais, c'est ça. Ouais. justement dans cette logique. Et en fait, avec les réseaux sociaux, cette tendance, voilà, elle a été encore, enfin, vraiment explosive. Les femmes, en scrollant 2 secondes, peuvent tomber sur, je sais pas, un mec richissime à l'autre bout de la planète, un Ouais. footballeur ou j'en sais quoi. Pourquoi est-ce qu'elle regarderait le petit étudiant à côté d'elle à la fac? Et Et, ouais. et le problème, c'est que voilà, les femmes ont cette tendance en elles. Alors évidemment, enfin, je veux dire qu'il y a énormément de femmes qui ne tombent pas dans ces travers-là. Et d'ailleurs, c'est celles qui font le moins de bruit et celles qui, au contraire, bah, sont dans la hook-up culture, comme j'ai dit, ou dans bah, cette démonstration toujours de leur féminité sur les réseaux sociaux, mais dans leur féminité, dans C'est gentil en disant féminité, hein, parce que voilà, j'aime pas ah féminité, ouais, mais bon, leur, elles montrent leurs attributs, quoi. Voilà. voilà, c'est ça. Exactement, donc qui en fait vont afficher leur fertilité comme ça aux yeux des réseaux sociaux. Et en fait, il y a énormément d'hommes qui vont penser du coup que toutes les femmes sont comme ça, et donc du coup qui vont développer une misogynie extrême. Et donc beaucoup de femmes qui sont pas du tout dans ces réflexes-là vont se retrouver complètement mises à la marge. Enfin bref, de toute façon, quand on casse les codes culturels, personne n'en ressort gagnant. Euh, ni les femmes à qui on a menti en disant qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient de leur corps, alors qu'en fait, eh ben, elles ont une réalité biologique qui fait que bah, non, elles sont meurtries quand elles ont des comportements qui ne sont pas régulés. Elles ne sont pas des hommes. Les hommes fonctionnent différemment. Un homme n'est pas hypergamique. Pour le coup, lui, chez sa partenaire, il va surtout regarder bah, si elle est jolie, si elle est féminine, si elle sait bien tenir une maison. Enfin, je sais pas, tout ce genre de choses-là qui fait qu'elle est une épouse fidèle, stable. Est-ce qu'elle va pouvoir éduquer des enfants? Enfin bref, on est vraiment très, Ouais, très différents bon, dans nos comportements. en tant qu'homme, je me permets un petit commentaire. Je pense Tu es que plus bien même que moi de répondre. non, non, mais en fait, les hommes aussi sont hyper gammes, bien sûr, mais beaucoup moins que les femmes, beaucoup moins. Mais parce qu'on recherche toujours quand même le meilleur partenaire. Chez les femmes, c'est Oui, vachement démultiplié, mais nous aussi, on recherche ça. Et je dirais que de manière très prosaïque, très concrète, c'est pas tant des qualités qui font d'une femme une bonne femme au foyer ou mère de famille que les hommes recherchent. En tout cas, 80% des hommes vont se retrouver dans la description que je vais faire maintenant. C'est plutôt quelqu'un avec qui on s'entend bien, déjà, premièrement. Avec qui ça veut dire on a un même niveau socioculturel, cognitif, quoi, quasiment. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un déséquilibre qui rende bizarre la discussion. Il y a bien sûr le côté beauté. Mais enfin bon, ça, c'est parfois un peu complexe. Mais enfin bon, passons. Euh, et en fait, aujourd'hui, c'est quasiment les seuls critères qui sont vus par les mecs. Parce que quand tu dis, voilà, des qualités qui font d'elle une bonne mère de famille, inconsciemment, ouais, je suis d'accord avec toi. Inconsciemment, sans doute. Mais par contre, consciemment, et le mec moderne, franchement, il ne recherche pas en ça. tout cas, la fidélité, évidemment, quoi. Ah, aussi, par contre, la fidélité, ça, c'est obligatoire. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Qu'elle soit fidèle sur le long terme et qu'elle soit là pour la Ça, famille. complètement. Complètement. Mm. Oui, 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 bien sûr. Ça, c'est le. Bah oui, oui, t'as raison. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est quelque chose. Mais d'ailleurs, de la même manière, les femmes recherchent ça aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est un gros prérequis, c'est certain.
Hmm. Mais les hommes aussi cherchent le meilleur quand même, hein. Et je C'est pense juste que qu'ils bah, cherchent c'est plus le plus meilleur en compliqué à avoir. termes de. Mais j'imagine qu'ils cherchent plus le meilleur en termes de peut-être de physique que plus. Ouais. Enfin, ils s'en fichent par exemple de son cursus professionnel. La fille, je pense que vraiment c'est. Oui, ils ne demandent pas le CV, ou alors ils sont juste le genre d'employeur qui regarde juste la photo. Voilà. Mais, sur le CV. Mais, non, mais par contre, sans que ce soit le CV qui soit regardé, c'est quand même, de manière générale, tu peux pas te retrouver quelqu'un, même s'il est très joli, qui est complètement Hmm. stupide, tu vois. C'est pas possible. Enfin, Bien sauf si sûr. toi-même tu es stupide. Mais la Oui, bien différence, sûr. quand même, est. Enfin, je veux dire, c'est pas possible de construire sa vie et même même une relation. Alors après, pour des histoires d'un soir, c'est autre chose, mais pour une relation même, je sais pas, de 6 mois, tu peux pas être heureux avec quelqu'un qui soit est plus stupide, soit qui est plus intelligent. Parce que bah du coup, enfin beaucoup plus, parce qu'après ça s'équilibre, Après, mais ça reste des tendances. En tout cas, oui, bien sûr que certains vont plus privilégier l'intelligence à autre chose, mais de manière générale, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les hommes sont plus à même de regarder voilà, des critères peut-être physiques, tandis que la femme va regarder bah, voilà, est-ce que son statut social, économique, est-ce qu'il va être capable de pourvoir aux besoins de ma famille, etc. mais etc. ça, pareil, je t'interromps, je suis désolé, mais même ça se rediscute parce que c'était totalement vrai. Alors, ça, totalement vrai il y a encore 100 ans, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, c'est euh, un nivellement, j'ai l'impression, sur ces questions-là. Alors, les nanas recherchent peut-être plus ça, bien sûr, que les hommes, tendanciellement, il n'y a aucun doute. Mais par contre, bon, moi, je parle de ce que je sais, c'est-à-dire les femmes, on va dire CSP+, quoi, mon milieu social. Euh, Recherche le physique et pareil une certaine complicité intellectuelle, quoi, pour faire simple. Oui, mais Le je veux dire, c'est corrélé, quoi. Si tu es dans un milieu social, c'est aussi que tu as une certaine éducation et donc, du coup, etc., quoi. Mais complètement, mais en fait, je mets sur tes choses. Toi, tu abordes, tu as totalement raison, mais plutôt toi, tu l'abordes les raisons un peu inconscientes, je pense, parce que consciemment, tu vois, une nana se dit pas, je vais chercher un oui, pourvoyeur bien de sûr. calories, quoi. Mais au fond, c'est ce qu'elle veut, C'est ça. mais- Non, non, effectivement, c'est effectivement beaucoup de choses qui sont inconscientes. Mais donc, du coup, pour en revenir au problème des réseaux sociaux, c'est que c'est le genre de, de choses qui en fait a fait complètement partir à volo tout ça. Donc énormément d'hommes, on va dire, en fait normaux, les hommes normaux, qui sont pas particulièrement, je sais pas, séduisants ou intelligents, qui sont pas l'absolu haut du panier. Mais je veux dire, c'est normal. Il y a énormément de femmes aussi qui sont tout à fait normales, et bien du coup n'ont plus accès à des femmes de leur niveau qui, elles, ont l'impression qu'elles vont pouvoir avoir un tel et un tel. Bon, au final, il se trouve que la majorité de celles-ci, bah, en fait, c'est juste pour un soir, et puis après, elles sont ah bah zut, il voulait rien de plus avec moi. Logique, Ouais. mais bon, et donc du coup, après, enfin, enfin bref, tout ça fait que c'est quand même un gros bazar, que Mhm. la misère sexuelle et affective masculine est en pleine explosion, et donc que vous avez des femmes qui ont énormément d'attention gratuitement avec les réseaux sociaux et donc du coup qui ne recherchent plus encore une fois l'attention d'un homme dans leur vie de tous les jours comme avant. Bref, tout ça ne peut qu'entraîner forcément que d'énormes problèmes sociétaux, des hommes frustrés qui potentiellement peuvent devenir violents. On l'a vu avec Ouais. certains incels aux États-Unis. Donc, incel, ça veut dire volontaire, célibataire involontaire. C'est des communautés en ligne d'hommes qui voilà, n'ont pas de partenaire et pour certains, il arrive évidemment que la majorité de ceux-ci sont très pacifiques, mais il arrive que certains en viennent à faire des tueries Ouais. de masse, aller tuer des femmes par ressentiment et donc voilà, c'est positif pour personne et ça ne peut que déboucher de toute façon tout ça sur des névroses de masse et en fait des hommes et des femmes qui n'arrivent plus à communiquer, qui ne se comprennent plus, alors que c'est quand même fou parce on est faits les uns pour les autres, c'est la nature qui nous a fait ainsi, on est malheureux les uns sans les autres et il faut à tout prix bah, en fait, combattre le gauchisme et le féminisme qui gangrènent les esprits des femmes, qui rendent malheureux les hommes et qui font que bah, on ne se parle plus, que chacun est malheureux et qu'on ne peut plus surtout fonder des foyers et relancer aussi un peu bah, le taux de la natalité européenne qui est en déclin, tandis qu'on a une natalité africaine qui a moins de problèmes de ce point de vue-là. Ouais, Donc voilà. complètement.
le truc, c'est qu'on a tendance à se considérer immunisé par tous ces problèmes quand on est de droite, mais en fait, ça existe aussi chez nous, notamment la misère sexuelle et affective masculine. Et Bien sûr. c'est un problème auquel il va aussi falloir s'atteler et trouver une réponse à ces questions-là. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, j'aimerais quand même revenir sur cette question des réseaux et tout, parce que j'ai une théorie personnelle. Je pense vraiment que cette société effectivement, du réseau, enfin des réseaux et de la fin des structures civilisationnelles, donc c'est l'alliance du progrès et du gauchisme dans le mauvais sens du terme, donc voilà, a donné quelque chose d'assez horrible parce que la misère sexuelle, on en parle souvent, et affective, on parle souvent celle des hommes, qui est très claire, parce que bah, y a plein d'hommes qui, malheureusement, auront beaucoup de mal à avoir des femmes, voilà. Alors que les femmes, bon, même si ça peut toujours se faire, au moins sur bon, une période de vie, une période, je sais pas, de quelques années, on peut avoir des coups d'un soir, des trucs comme ça. Bon, c'est pas très glorieux, mais bon. Mais ça peut se faire pour les femmes, elles peuvent avoir ça. Mais les hommes, on parle souvent des hommes comme étant les grands perdants du jeu, mais je pense quand même que les femmes le sont aussi. Beaucoup de femmes le sont. Bien sûr, elles Parce, le sont aussi, oui. ouais, parce qu'en fait, il y a une grosse problématique là-dedans, dans notre monde actuel, c'est qu'on a toujours des... Enfin, en fait, quand tu allumes la télévision, que ce soit dans une pub, une série, un film, tu regardes un magazine, etc., etc., tu vois des personnes extrêmement belles. Extrêmement belles, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Et ce qui est donc problématique, parce que ça crée... Tu t'habitues à la beauté ultime, quoi, et ça rend plus compliqué le fait de désirer quelqu'un de normal, voire même de moyen moins, quoi, voilà. Ça devient très compliqué. Mais ça marche pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que même la femme, bah, elle peut se dire, tiens, Robert, tu vois, elle est sur son canapé, elle regarde un film avec Brad Pitt, et puis elle tourne la tête, hop, et elle voit Robert un peu bedonnant, tu vois, bon, c'est plus la même chose, quoi. Et elle va se sentir malheureuse, mais inversement, le mec aussi, il peut regarder, je sais pas, une belle nana, et voilà, il voit Margot Robbie dans le film avec Brad Pitt, là, il regarde la même scène et chacun au même moment tourne la tête et se dit, mais moi je suis avec ça. Ah, c'est dur. Et ça, cette chose-là, elle est violente. Même les femmes la subissent. Et, euh, et je pense que c'est une grave problématique de société. J'ai pas du tout la réponse à tout ça. Je pense que c'est pas bien. Je ne sais, mais j'ai pas d'explication, de moyen d'améliorer les choses. Mais ça nous interroge. Quand on est à droite, généralement, on a des grandes postures pour le coup, mais qui sont positives, je pense, hein. Tu vois, la beauté comme horizon, voilà, on veut le beau, on veut que les statues antiques soient belles, représentent le corps parfait, etc., etc. Sauf que dans la réalité, est-ce que ça ne crée pas des tensions entre le quotidien d'énormément de gens, de plus de 80% de la population, minimum, hein, et bah, justement, ces attentes, ça crée une tension presque, presque mortelle. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, mais Oui, oui. Mais en fait, c'est... Et ça, c'est une grosse problématique et je ne sais pas comment améliorer la chose. Parce que là, pour le coup, bon, à part interdire aux gens beaux de jouer dans des films. ouais, mais en fait, je pense pas forcément que ce soit une mauvaise chose parce que, comme tu l'as dit, déjà dans la Grèce antique, on sculptait des statues qui étaient belles, des corps qui étaient sublimés. Mais en fait, c'est aussi parce qu'on savait que dans la réalité, effectivement, c'était pas aussi beau, mais justement, ça tirait vers le beau et ça poussait sûrement, je pense, les individus Mais à c'était pas donner. du réel, c'était pas des gens réels. Là, on a des gens réels qui sont comme ça. Et tu te dis, ben, en fait, moi, je pourrais avoir Brad Pitt, tu vois, si t'es une nana. Oui, oui, c'est certes, mais disons que à la limite, ce qu'on a envie de dire aux personnes qui peuvent peut-être se sentir frustrées et qui voudraient une vie avec au bras d'une femme superbe et dans une super maison, etc. Ben, on a envie de dire très bien. Et dans ces cas-là, nous qui sommes justement le camp qui tirons vers l'excellence, eh bien, mérite cette vie parce que travailler plus dur. Est la vie qui va te permettre justement d'avoir cette femme que tu convoites, etc., etc. À la limite, la réponse qu'on pourrait apporter, c'est peut-être celle-ci qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est bien, certes, mais ça se mérite. Et puis sinon, avoir aussi une vie
parfois, il y a des gens qui ont pas des aspirations aussi grandes et avoir une vie juste simple et normale. Mais du coup, peut-être avec une femme qui sera pas une 10 sur 10, mais qui sera une 5 sur 10, et c'est déjà très bien. Et je veux dire, nos parents n'étaient pas tous des 10 sur 10. Et voilà, quoi. Effectivement, il faut à la fois, je pense, quand même viser toujours le meilleur qu'on puisse atteindre, mais aussi, justement, comprendre que chacun n'a pas. C'est juste accepter que, justement, nous vivons dans une société qui se veut égalitaire, mais qui ne peut retirer toutes les inégalités de la nature, qu'il y a des gens qui sont plus beaux que d'autres, que c'est comme Ça, c'est ça, vrai, ouais. des gens qui sont plus doués que d'autres, que y a tel influenceur ou telle star ou quoi qui présente mieux que moi, et ben c'est comme ça. On n'est pas tous nés avec les mêmes gènes et c'est pas grave. Et ça veut pas forcément dire qu'ils sont plus heureux, tout en utilisant son potentiel et justement en faisant fructifier ses talents. Aussi comprendre qu'au bout d'un moment, on a aussi chacun à sa limite, chacun touche son plafond de verre et c'est pas grave. Et déjà, justement, on a quand même donné le meilleur de soi-même, donc on peut être satisfait. Voilà. Tout le monde n'est pas doté des mêmes choses. Ouais, mais enfin, je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même quelque chose qui est pas parfait. Et quand on voit le drame, tu vois, des relations hommes-femmes, le drame, par exemple, du fait qu'il y ait plein de femmes qui ne font pas d'enfants, mais je mets les femmes, enfin, je ne parle pas des femmes spécifiquement, je dis aussi les couples, les hommes sont aussi dans cette logique-là d'une certaine manière, mais je veux dire, il y a quand même un drame civilisationnel derrière. Et c'est quand même chaud. Mais tu as raison, déjà, premièrement, il faudrait que les gens acceptent qu'on ne peut pas tous avoir la vie rêvée, ça c'est clair et net. Puis en plus, bon, il y a quand même, bon, je ne vais pas m'improviser coach en séduction, hein, je laisse les experts faire ça. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a quand même même si c'est parfois très dur, il y a quand même des moyens de rencontrer des gens. Je veux dire, bon, après, je sais que c'est un gros marché, le marché des conseils de drague. Donc voilà, mais je sais qu'il y a il y a un besoin, mais il y a plein de nanas qui attendent ça. Voilà. Et vous avez voilà, et peut-être que bon c'est pas Margot Robbie ou peut-être que le mec c'est pas Brad Pitt, mais voilà, il y a plein de gens qui attendent ça et qui ont besoin juste de vivre une histoire en fait et qui pourraient faire des enfants avec vous. Bref, il faut se forcer un peu. Mais franchement c'est trop chaud parce que on est vraiment dans une société où c'est pourri. Les femmes ont quand même globalement le pouvoir dans la séduction dans les années, on va dire, de la vingtaine, même si les beaux mecs aussi ont un immense pouvoir, évidemment. Hein, voilà. Mais c'est compliqué qu'effectivement, ça ne crée pas du ressentiment. Mais je pense que tu as raison sur un point, pour revenir un peu au sujet général de tout ça, c'est qu'il y a plein de mensonges qui sont dits sur ces choses-là, et plein de mensonges qui abattent l'égalitarisme, qui abattent déjà la vision gauchiste bisounours, déjà premièrement, et en plus la vision égalitariste qui est le pilier idéologique du gauchisme, sur les différences hommes-femmes, sur ce monde parfait, etc. Bref, c'est vrai que c'est un sujet où quand tu fais comprendre à plein de gens que le gauchisme se trompe là-dessus et fait du mal à la société, effectivement, ça peut éveiller les gens. Donc je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est un sujet qui est très très important. Mais le chantier est quand même immense. Et j'avoue que ce qui se passe pour les mecs qui sont en misère sexuelle et affective, mais les femmes aussi, hein, d'une certaine manière, plus chez les hommes quand même, je pense, c'est vrai que c'est quand même compliqué à gérer. J'ai pas de solution. Généralement, j'ai des solutions sur pas mal de sujets, mais alors là, j'en ai pas du tout. Donc, moi, je suis ce que tu fais avec attention parce que c'est intéressant, c'est enrichissant sur ces sujets-là. C'est les pistes que je vais essayer de creuser pour justement trouver une réponse à toutes ces questions sur ma chaîne. Un peu redonner ces lettres de noblesse à certains modèles qui ont bien marché, les réadapter à notre époque. Justement, réaccepter une vision inégalitaire de la vie, etc., etc. Effectivement, ça reste un sujet passionnant et vraiment très vaste. Donc si jamais, encore une fois, ça intéresse les personnes qui nous écoutent, c'est le genre de choses sur lesquelles je vais m'attarder de plus en plus. Non, mais intéressant, franchement, c'est intéressant cette question et ça soulève plein de problèmes civilisationnels, de problèmes philosophiques, de problèmes très pratiques et très concrets aussi. Donc franchement, il y a de quoi faire. C'est compliqué à traiter aussi parce que même
à droite, ou alors on a une vision sur beaucoup de sujets, on a une vision très idéologique. Bah, il y a des réactions de droite à cette question de la misère sexuelle et de l'écroulement des relations hommes-femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, bon, encore une fois, comme c'est une grande problématique, il va falloir que la droite se positionne dessus. Et encore une fois, pas simplement en dénonçant ce que fait l'ennemi, mais aussi en proposant sa propre vision du monde. Et une réponse, par exemple, qui a pu être faite par des gens à droite sur la question, bah, par exemple, des femmes hors du foyer, enfin, l'hypergamie hors de contrôle, le fait que les femmes bah, juste sont malheureuses dans le couple, mais les hommes aussi, et on n'arrive plus tellement à créer des familles stables, eh bien, la réponse d'une certaine partie de la droite, ça a été, bon, bah, tout simplement, il faut revenir à avant, qu'est-ce qui avait bien marché? Réponse assez logique, les femmes au foyer, ce qui a été, comment dire, ce qui est apparu d'abord dans la sphère américaine, donc ce qu'on appelle les tradwives, c'est-à-dire Ouais. les femmes traditionnelles. Euh, voilà, c'est la réponse assez logique quand on est de droite au problème qu'on a évoqué. Le calcul, c'est de se dire, bon, bah, aujourd'hui, les rapports hommes-femmes sont flingués et ne fonctionnent pas. Donc, quels sont les modèles qui ont le mieux marché dans l'histoire? Eh bien, copions-le sans nous poser de questions. Et voilà. Et du coup, on va refaire des femmes au foyer comme dans les années 50. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas de problème avec les tradwives, pas du tout. Au contraire, mais ils ont même plutôt ma sympathie. Et tant mieux s'il y a des couples et des familles qui arrivent à trouver un équilibre comme ça. Hein, franchement, moi, je trouve ça super. Mais il faut aussi dire que bah, la société, elle a évolué et qu'un certain nombre de femmes n'arriveront pas à entrer dans ce modèle-là Ouais. et à s'y Ouais. complaire et à s'y épanouir. Et ça ne conviendra qu'à un tout petit nombre de femmes. Ouais, Donc, on complètement. ne peut pas prôner ça comme une réponse globale au problème des relations hommes-femmes. Et parce qu'on a des données qui ont changé. On a notamment bah, le fait que avant, un salaire d'ouvrier arrivait à faire vivre toute sa famille. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les femmes sont obligées aussi de travailler Et pour. puis elles ont toujours travaillé, les femmes, à part les bourgeoises. Hein, Oui, d'une manière ou d'une autre, c'est travailler. mais en tout cas, elles sont obligées d'avoir un salaire aussi. Et donc, du coup, de ne pas rester à la maison. Ouais. Parce que bah, le salaire de leur conjoint ne suffit plus. Ensuite, il y a aussi la question de l'isolement. Et ça, j'en avais parlé dans une vidéo sur le féminisme. C'est que avant, être une femme au foyer, c'était beaucoup plus facile parce que on avait un environnement familial qui était assez proche. On n'avait pas autant déménagé en fait, donc on avait une communauté aussi. On avait des personnes qui pouvaient nous aider. On n'était pas obligé de faire appel à des babysitters tout le temps. Ça n'existait pas d'ailleurs parce qu'on demandait à la voisine de garder ses enfants, on demandait aux cousins, on demandait aux grands-parents, etc., etc. Et les femmes n'étaient pas isolées comme elles le sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, être une femme au foyer, c'est quoi? Pour beaucoup, c'est être toute seule toute la journée, ne parler qu'à des enfants qui n'arrivent même pas à parler, justement, donc avoir aucun dialogue tous les jours de la semaine, à part avec son mari qui rentre le soir, et, des voisins qui ne se parlent pas, Ouais. les caissières mal aimables, etc., etc. Et en fait, et puis même n'avoir même pas forcément envie de sortir parce que bah, dehors, on habite peut-être dans un quartier qui n'est pas hyper sécurisé. Donc, tout ça fait que le modèle de la tradwife, de la femme au foyer, n'est pas du tout applicable à grande échelle et que, en fait, il faut avoir le luxe de pouvoir se payer une femme au foyer. Ouais, non, mais surtout que on est un peu dans le fantasme. Bah, là encore, je suis désolé d'employer ce terme avec beaucoup de guillemets, mais ultra conservateur, réac, un peu, qui n'a pas du tout compris que le monde avait changé, et en bien d'ailleurs, sur certains points. Aujourd'hui, si tu demandes à 100 femmes au hasard dans la rue si elles ont envie d'être femmes au foyer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui accepteraient si ça veut dire zéro activité de travail, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'accomplissent dans le travail, vraiment qui aiment ça. Alors bon, vous allez me dire, on préférerait tous être un peu en retraite ou en vie dorée, enfin bon, enfin pas tous d'ailleurs, moi le premier, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un sentiment d'accomplissement qui naît du travail, qui est quand même précieux, et chez beaucoup, enfin franchement, toutes les personnes normies, lambda que j'ai dans mon entourage, toutes les nanas veulent travailler. Et j'ai pas de contre-exemple. Après, à droite, c'est un peu différent, mais voilà.
Après, moi, je mettrais une nuance quand même, c'est que je pense qu'il y a aussi beaucoup de filles que si elles pouvaient être mères au foyer, elles le seraient, mais justement parce elles ne le peuvent pas pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Même aussi, par exemple, il y a des femmes qui peuvent se dire, je ne sais pas si mon mariage il durera toute ma vie, si jamais je ne travaille pas, bah, qu'est-ce que je fais le jour où peut-être on se sépare avec mon mari, bah, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Donc, il y a énormément de données qui font que les femmes comment dire, ne considèrent peut-être même pas l'éventualité d'être mère au foyer. Mais par exemple, dans des pays comme la Hongrie, qui pourrait avoir une politique nataliste, qui donnerait presque un. Moi, je pense qu'une réponse que pourrait faire la droite, c'est de proposer une allocation spécifique pour les femmes qui ont tant d'enfants, ou alors même un salaire de femme au foyer, quoi. Enfin, je sais pas, ça peut Oui, être. après, il y a la problématique, c'est que si tu fais ça dans la France d'aujourd'hui, c'est pas bon, quoi. Bon, en tout cas, ça peut être des pistes. Moi, je ne Parce prétends que pas avoir ceux de qui en réponse. bénéficieraient ne seraient pas les bonnes personnes autant C'est qu'on veut. vrai. Tout à fait. Donc ça serait dans une optique effectivement d'un pays où les Français de souche seraient majoritaires, effectivement. Donc voilà, ça c'est même pas possible. Donc du coup, être femme au foyer, ça reste assez compliqué. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient bien l'être, mais qui ne peuvent pas. Et puis effectivement, il reste aussi des femmes qui s'accomplissent dans le travail. Mais il y en Mais a plein. je pense aussi qu'on a fait miroiter à beaucoup de femmes qu'elles pouvaient avoir une grande carrière qu'elle pouvait être manager de je sais pas quoi, qu'elle pouvait être businesswoman. Il y a aussi un gros, comment dire, un gros travail du féminisme là-dessus, où Tout toutes à les fait. femmes, elles se voient comme si elles pouvaient avoir une carrière de dingue. Parfois même, elles gagnent plus que leur mari. Ça, c'est un problème, mais bon, ça reste encore un autre sujet. Enfin, je dis pas que c'est un problème qu'elles gagnent plus que leur mari, mais en fait, ça implique dans les dynamiques familiales des choses par Ah exemple, bah, ça implique dans la dynamique du couple que le mec doit compenser par autre chose, parce qu'effectivement, il faut parce que toujours la être le logique meilleur. hypergamique, parce que l'hypergamie fait que la femme, enfin bref, ça ne veut pas dire qu'il faut payer moins les femmes que les hommes, évidemment, je suis Non, pas là non. pour plaider l'inégalité de salaire, mais enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a énormément de données qui ont fait que les rapports hommes-femmes sont complètement chamboulés. Et Oui, oui. donc, du coup, pour en revenir aux femmes au foyer et aux femmes qui travaillent, il y en a aussi beaucoup, encore une fois, à qui on a fait miroiter monts et merveilles, mais qui en fait ne se retrouvent qu'avec un boulot alimentaire qui ne leur plaise pas et où elles seraient bien plus heureuses à s'occuper d'enfants à la maison et peut-être qu'elles en auraient plus. Donc, Ouais. il existe ces deux tendances-là. Mais voilà, tout ça pour dire que simplement dire bah, il faut que toutes les femmes reviennent au foyer, il faut des tradwives, bon, c'est pas une réponse collective adaptée, même si à la marge, si vous êtes suffisamment riche pour avoir une femme au foyer et qu'elle est heureuse comme ça, eh bien tant mieux. Si elle n'est pas Oui. isolée, si elle a une communauté pour l'aider, c'est très bien. Mais bon, voilà, c'est pas une réponse collective. Voilà, j'ai pas de réponse sur tous ces sujets. C'est le genre de questions que je me pose moi-même et dont je vais encore parler de plus en plus, parce qu'il va falloir trouver des réponses à tous ces problèmes. Pas Mais évident. en tout cas, justement dans la même vidéo sur le féminisme que j'avais faite, une piste que je pourrais à la limite donner aux personnes qui diraient bon, bah, on fait quoi, c'est je disais que j'étais pas féministe, mais que j'étais réaliste. Et réaliste, bah, qu'est-ce que c'est finalement? Réaliste, c'est être réaliste, c'est à la fois comprendre le monde qui nous entoure, donc prendre en compte toutes les données qui changent, que j'ai pu énoncer, l'environnement dans lequel on évolue, et puis à la fois eh bien, connaître notre biologie, ce qui nous motive fondamentalement en tant que femme, en tant qu'homme, regarder la réalité en face, des faits qui sont parfois difficiles à encaisser au début. Euh, voilà, tout simplement, c'est l'adage grec connais-toi toi-même. Hein, et puis avec ces deux choses-là, eh bien, trouver des réponses adaptées à la fois de notre histoire et puis aussi autour de nous. Enfin voilà, essayer de trouver des repères comme ça parce que ça peut être assez, assez difficile. Je pense que ce phénomène des tradwives ou même le fait que beaucoup d'hommes et de femmes essaient de se trouver des catégories et des cases dans lesquelles se ranger, c'est aussi révélateur de l'absence de repères justement stables dans leur vie. C'est que la figure paternelle, elle a été complètement balayée et démolie par le gauchisme. Ouais. Euh, la figure maternelle, elle n'est pas forcément toujours très reluisante non plus. Et donc, en fait, on se retrouve avec des individus complètement déboussolés qui ne savent pas où se repérer. Et du coup, eh bien, qui se créent des sous-cultures sur Internet. Alors, moi, je suis une tradwife, moi, je suis un Sigma. Bon, Sigma, c'est, c'est en fait, pour expliquer brièvement, mais c'est des hommes qui disent en gros être un peu dans les Au-delà de marges. l'alpha. Ouais, ouais, en fait, c'est ni des alphas ni des bêtas, mais en fait, c'est des gens qui justement, on est à part, on est dans les marges et on est singulier. Voilà,
En Ouais. gros. Mais en tout cas, il y a tout un tas de sous-catégories qui apparaissent comme ça, qui, je pense, en fait, essaient de donner des repères à des individus qui sont en manque de repères. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est de regarder dans notre histoire des figures inspirantes qui peuvent justement combler ces lacunes auprès des individus qui les ont. Ouais, c'est un gros chantier, franchement, la crise de la masculinité, la misère affective, la misère sexuelle, les réponses qui ne sont pas satisfaisantes, mais c'est comme ça. Là, voilà, alors c'est un sujet que je connais un petit peu quand même, les rapports hommes-femmes, et je vois tout le désastre que ça peut être aujourd'hui à bien des égards. Alors, heureusement, c'est quand même pas la totalité des rapports hommes-femmes qui sont désastreux. Heureusement, il reste plein de choses qui sont très belles, encore possibles aujourd'hui et qui existent, hein, des belles relations, des gens qui se rencontrent, tout se passe bien. Enfin, voilà, faut pas non plus être trop négatif, même si c'est vrai que globalement, c'est quand même pas très reluisant. Mais, mais même en ayant voilà, cette vision assez claire de toutes les problématiques qui existent, hein, et qu'on a soulevées aujourd'hui, c'est vrai que trouver des solutions, c'est pas évident. En finir avec le gauchisme, ce serait déjà une très bonne chose. Ça, c'est clair, comme dans beaucoup de sujets, mais je suis pas certain que ça soit suffisant. Et le modèle alternatif qu'on devrait proposer, je trouve qu'il reste encore à créer. Donc c'est bien s'il y a des gens comme toi, mais s'il y en a d'autres aussi, hein, qui s'attellent à ça, parce que c'est effectivement quelque chose de déjà qui est intéressant stratégiquement et politiquement, parce que ça permet justement de dégauchiser un peu des gens, mais aussi, et même c'est beaucoup plus important finalement, c'est fondamental civilisationnellement parlant, parce que s'il n'y a plus de famille, s'il n'y a plus de couple, eh ben, la civilisation s'effondre. Donc l'enjeu, il est énorme en réalité. Donc, on n'a peut-être pas les réponses tout de suite. Je te fais confiance pour en trouver des satisfaisantes dans les mois qui viennent, mais c'est vrai que l'enjeu est de taille, quoi. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de te dire. Voilà, tu restes optimiste sur l'issue ou pas, quand même? Oui, 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 parce que même si on va vers une période qui va être de plus en plus difficile par certains aspects, déjà, elle va, je pense, favoriser en fait nos idées parce qu'on va vers un monde qui va être de plus en plus inégalitaire, et notamment bah, avec les intelligences artificielles. Ouais. Et en fait, nos idées vont être de plus en adaptées à la réalité aussi. Et donc, je pense elles vont pouvoir s'imposer à la majorité, mais uniquement si nous sommes là pour, au bon moment pour justement faire entendre nos idées et influencer les bonnes personnes et disons, faire avancer nos pions politiques. Donc, Ouais, ça ne sera pas sans nous, ça c'est sûr. C'est c'est pour clair. ça il faut passer le pas de l'engagement et en tout cas, il faut passer à l'action. C'est pas tout que de rester dans les idées. Donc, le monde vers lequel nous nous dirigeons va favoriser nos idées, mais également, je pense que de manière générale, c'est un principe, on va dire, qui se retrouve beaucoup dans la littérature européenne, c'est que euh, c'est Shakespeare qui disait qu'il n'y a pas de nuit qui ne finisse par un jour. Et également bah, un philosophe autrichien, Hölderlin, qui disait que c'est avant l'aurore que la nuit est la plus sombre. Et je pense que de manière générale, c'est quelque chose. Alors, nos ancêtres l'avaient compris. C'est une question un peu de cycle, même si c'est jamais exactement la même chose. Mais il y a cette idée-là que, en fait, nous arrivons à un tournant effectivement de notre histoire qui va complètement chambouler. Je pense un peu tout ce qu'on a connu, en fait. Ça peut être Ok. même paraître assez flippant. Enfin, ça peut être assez apeurant pour être honnête, mais ça peut aussi avoir un côté enthousiasmant parce que c'est un tour de notre histoire et nous avons la clé, nous pouvons faire en sorte qu'il advienne justement un nouvel âge d'or de notre histoire Ouais. après cette période de transition. Mais pour ça, eh bien, il faut que, encore une fois, nous soyons présents. Non seulement nous nous formions, mais aussi nous passions à l'action. Nous devenions meilleurs tous les jours. Et puis, si jamais nous pouvons être les acteurs du monde de demain, eh bien, quelle chance incroyable que de marquer l'histoire de cette manière. Tout à fait, je suis totalement d'accord. On est une génération, vous qui regardez cette vidéo, on est en position d'influer l'histoire de manière extraordinaire à un temps essentiel dans l'histoire de l'humanité, puisque jamais l'humanité n'a été à ce point euh, culminant de confort, de progrès technique. Euh,
et aussi de bouleversement idéologique. On est vraiment dans une époque où tout peut advenir, vraiment tout. C'est-à-dire que, bon, pour prendre le côté un peu comment dire ça, cliché, c'est une époque où on va décider si demain on va sur Mars ou si on retourne dans les champs. Quoi. Si on retourne un peu au Moyen Âge. Ce qui, dans les deux cas, ça peut être intéressant pour des gens comme nous. Hein. Mais malgré tout, on est quand même un espèce de carrefour. Et c'est là où, effectivement, on doit être. Juste pour conclure, Thaïs, en 2 minutes, ou moins d'ailleurs, parce que ça m'a fait penser à ça, est-ce que tu aurais pour tous les gens qui nous regardent, tous les hommes qui regardent justement, est-ce que tu aurais peut-être des conseils de drague en tant que femme à donner aux hommes qui veulent sortir de ces relations un peu biaisées, bref, qui veulent demain trouver une femme et la séduire. Est-ce que tu as des petits conseils comme ça que tu pourrais donner C'est pas prévu, mais voilà, à l'emporte-pièce, si tu as des petits trucs, des Alors, petites astuces. je sais pas si... Enfin, disons que je sais pas si en tant que femme, justement, moi, je sais pas si je serais assez pertinente parce que souvent les femmes disent, comment dire, parfois les femmes disent qu'elles veulent des choses, mais en fait c'est tout l'inverse qu'elles. Enfin, c'est vrai, c'est que en fait on Ouais, constate quand même souvent beaucoup qu'il y a un fossé entre ce que disent vouloir les femmes et ce qu'elles font réellement dans leur vie, et souvent les hommes peuvent avoir l'impression qu'il y a une énorme dissonance cognitive. Et puis, ouais. attends, les femmes sont incompréhensibles, ça n'a aucun sens. Mais en fait, les femmes, je pense, ont un instinct de ce qu'elles, de ce qu'elles ont, de ce dont elles ont besoin, mais elles l'expriment mal. Donc c'est pour ça que je vais essayer comment dire, de prendre acte de ce fait et de moi-même ne pas me faire avoir par ce biais-là que je peux avoir moi-même. Mais déjà, je vais recouper un peu ce que j'ai dit, c'est que de toute façon, si vous devenez, si vous, dans votre vie, vous cherchez à repousser vos limites, déjà, ça, c'est quelque chose qui peut être très attirant pour une femme, en fait. C'est un homme, justement, qui fait preuve de courage, qui non seulement face, je sais pas, à l'adversité, mais aussi face à lui-même, de faire face à ses faiblesses, de les dépasser, de repousser ses limites et d'en faire des forces, de devenir fort de manière générale. Les femmes sont attirées par la force, donc montrer que vous l'êtes, et ça passe par la salle, ça passe par faire du sport, mais pas que, ça passe aussi par le fait d'avoir une force mentale, euh, ouais, une force mentale, une stabilité psychologique, et le fait voilà, de savoir où vous allez, en fait. Souvent les femmes, elles savent pas trop où elles vont, et du coup ça peut être très rassurant pour elles, en fait, de se greffer à quelqu'un qui va les rassurer, qui va leur dire je suis là pour te protéger, et on va ensemble dans cette direction, je vais être là pour toi, et on va construire quelque chose de beau. Et je pense que, ça, c'est forcément, une femme ne peut qu'adhérer à ça. Après, comment attirer une femme de valeur, ça c'est une question, c'est une vidéo que je vais faire sur ma chaîne, donc je Pas suis de encore spoil. en train de pas de spoil. Donc voilà, mais voilà, de toute façon, de manière générale, il faut que vous acquérissiez peut-être un statut. Ça peut paraître peut-être futile pour beaucoup d'entre vous, mais il y a aussi parfois beaucoup d'hommes qui ont du ressentiment par rapport aux femmes en disant bah, comment ça, on ne peut pas m'aimer juste pour ce que je suis, et il faut que Ouais. j'ai des ressources, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Les femmes sont superficielles. Bah, en réalité, c'est compréhensible du point de vue d'une femme, comme j'ai pu l'expliquer. Et puis, de toute façon, la biologie est là. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. On pourra toujours râler que les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Nous aussi, on a des griefs envers les hommes. De toute façon, on a tous été blessés dans cette histoire. Euh, mais, euh, mais voilà, de toute façon, prenons acte de cette biologie, de cette réalité biologique et psychologique de la femme et de l'homme. Et donc, à ce moment-là, bon, apparemment, les femmes recherchent ça. Eh bien, allons vers là. Et de toute façon, même ça vous sera bénéfique parce que, encore une Oui. fois, si justement vous cherchez à vous dépasser, eh bien, vous serez fier de vous-même. Et je pense que, par exemple, les mères de famille un peu féministes, etc., elles ont fait beaucoup de mal à leurs enfants hommes parce qu'elles leur ont fait croire que l'amour était inconditionnel et qu'en fait, une femme les aimerait forcément toute leur vie sans qu'il n'ait rien à faire. Alors que, en fait, l'amour, ça se conquiert, l'amour, ça se mérite. C'est comme dans énormément de choses de la vie. Je parle aussi pour les femmes parce que bon, on est bien gentil, mais juste dire bon bah parce que je suis une femme, un homme va se battre pour moi, c'est trop facile. Mais bon, chacun doit devenir un individu de valeur, et de ce fait trouvera forcément quelqu'un pour l'accompagner dans sa vie et bâtir un foyer solide. Et
franchissez le pas d'aller dans, je sais pas, même dans la vie réelle, si justement vous vous sentez un peu isolé, que vous croisez pas beaucoup de femmes, que vous avez l'impression qu'elles sont toutes, enfin, vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous dites, mais jamais aucune femme ne me regardera. Il y a énormément de femmes dans la vraie vie qui sont tout à fait normales, encore et équilibrées. Allez dans des, je sais pas, des cercles de droite, mais pas que. Ouais. Regardez autour de vous. Coupez les réseaux sociaux, enlevez, surtout désinstallez toutes les applications de rencontres que vous avez sur vos téléphones, ça vous bousille le cerveau, vous n'allez rien trouver dessus. Honnêtement, je ne connais je connais pas beaucoup de filles dans mon entourage qui aient déjà été sur les plateformes de réseaux sociaux pour trouver du sérieux. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais été sur des applications de rencontres. Voilà. Je le déconseille à toutes les femmes et à tous les hommes. En fait, ça ne peut que être néfaste pour votre santé mentale, pour votre confiance en vous. Vous avez l'impression que personne ne va vouloir vous regarder. Vous faites aucun like, aucun match. Ouais, alors, c'est vrai que c'est dur. Regardez dans la rue, il y a plein de femmes aussi qui vont peut-être vous trouver très bien. Et voilà, ne laissez pas avoir par ce biais-là. Et encore une fois, franchissez le pas du réel et donnez le meilleur de vous-même pour avoir justement une femme de votre valeur. Complètement. Juste pour finir sur ce truc-là, tu as totalement raison. Alors déjà, sur le fait que l'homme doivent se dépasser, ça va plaire à la femme, ça c'est sûr et certain, doit incarner la sécurité, c'est sûr et certain. Et sur les applications, bon alors moi je déconseille pas d'y être, mais par contre, il faut pas que ça soit un dérivatif à faire des efforts dans le réel, parce que bon, c'est enfoncer une porte ouverte, mais pas tant que ça en réalité. Des opportunités que vous n'aurez jamais sur une application de rencontre, vous pouvez les avoir sans souci dans le réel. Faut juste, si vous présentez un peu bien et que vous avez un petit peu d'audace, un peu de répartie, vous pouvez avoir beaucoup mieux que ce que vous auriez sur des applications de rencontre. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est le réel dépasse largement tout ça, puisque c'est normal, hein, sur une application, les nanas, elles ont tout ce qu'elles veulent. Donc, forcément, elles sélectionnent que le meilleur. Bon, voilà. Et parfois, on n'est pas le meilleur. C'est comme ça. Bref, en tout cas, mais il faut le devenir. Voilà, il faut le devenir le meilleur. C'est ça la leçon de cette vidéo. Merci à toi, Thaïs, d'avoir été présent pour cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont regardé. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire dans la description. Vous avez un lien qui vous permet de le faire. Merci à tous. Et puis, Thaïs, on se redit à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, Nicolas, clairement. Allez, salut Thaïs, ciao. Salut.